imprimer un max de trucs et hop là, l'agence est repartie. Et donc voilà, ça c'est un échec que je trouvais intéressant à raconter parce que je l'ai assez mal vécu mais derrière on a réussi à s'en relever et on en a appris quelque chose, en tout cas de notre côté, c'est d'essayer de vraiment focus sur notre cœur de métier, ou en tout cas ce qu'on voulait être notre cœur de métier pour pouvoir réussir à croître par la suite. Donc voilà. Franchement, t'es vraiment une merde. J'attendais juste que tu finisses pour te dire ça. Voilà comment je réceptionne ton échec. Je m'en vais. C'est bon, j'abandonne. C'est bon, j'abandonne. Dans cet épisode, nous discutons avec Réginald Bien-Aimé, entrepreneur, community guy et startup advisor pour parler des communautés, des échecs et du coaching dans les startups. Salut Réginald, merci beaucoup d'être là. Je vais commencer cette conversation par une citation de toi qui dit « Certaines personnes ont un public mais pas de communauté. Certains ont des contacts mais pas de communauté. » Et je vais ajouter à ça que selon McKinsey, on a eu donc 3 ères du marketing. La première qui était le mass media, où l'objectif était de toucher un maximum de personnes, le reach notamment. Deuxième ère, la personnalisation, que je lis un petit peu à la performance. Aujourd'hui, on essaie de vraiment cibler un message pour une personne. Et la troisième ère qui est la communauté. Et donc ta citation est liée à cette troisième ère qui est la communauté, où on cherche à influencer les gens. Et à quel point est-ce que tu penses qu'il est important aujourd'hui pour une marque d'avoir une communauté pour réussir? On commence direct dans le vif du sujet. Non, on a pas pris de pause là, on a dit c'est parti. Alors, peut-être un petit peu ton micro aussi. Non, avec plaisir. Je pense que certaines marques n'en ont pas besoin. Je pense que c'est quelque chose que je peux dire avec relativement de certitude. Pourquoi? Parce qu'il y a des boîtes que nous-mêmes on connaît pas, qui sont cotées en bourse, qui valent à peu près 1 milliard actuellement, qui vendent quelque chose de très précis, peut-être à Apple, à Samsung, genre des microprocesseurs et autres, et qui sincèrement n'ont aucune envie qu'on reconnaisse leur logo, rien, n'ont aucune envie de créer un autre lien avec leurs clients. Ils ont peu de clients. C'est un peu dans la pharma, dans certains domaines. Tu vas vendre à Novartis, tu vends à personne d'autre. Donc, c'est-à-dire que là, c'est un peu pour faire l'avocat du diable du propos. Parce que effectivement, il y a une course à l'armement maintenant d'avoir, ou en tout cas d'essayer d'extraire une communauté de sa marque, de son entreprise. Je pense que c'est important, notamment dans les milieux qui sont hyper saturés. Dans les domaines ou dans les industries, j'ai même envie de te dire, même dans le domaine on parlait de jeux vidéo là juste avant de commencer, ou bien de fast-food ou autre, c'est que d'une certaine manière, maintenant, on peut plus vraiment grappiller avec la pub, on peut plus compter sur les mêmes choses. Donc, ce qui reste, c'est cette étape de fidéliser à travers créer un lien perpétuel avec avec son client, même si le client, au fond, va revenir peut-être dans 10 ans, ou bien dans 1 an, ou pas fréquemment, de garder le contact avec. Je crois que c'est devenu simple, important d'essayer de garder du lien, presque plus qu'avoir une communauté. Mais parce qu'il y a différentes échelles, du coup, si je comprends un peu ce que tu dis, parce que quand on parle d'Apple ou de Nike, par exemple, est-ce que les fans d'Apple et les fans de Nike, on les considère comme faisant partie de la communauté d'Apple et de Nike, ou est-ce que une communauté à un certain niveau, ça s'arrête et c'est plus une communauté, maintenant c'est une fanbase ou autre, tu vois? C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai passé beaucoup de temps à soit étudier, soit observer chez certaines marques. Si tu prends Nike, je me rends compte qu'il y a des gens, par exemple, qui peuvent être fans de Air Force. Ouais. Donc ils ont un rapport à Air Force où ils les collectionnent, leurs amis les collectionnent, ils vont à des mini-conventions, bien ils savent la sortie de la prochaine. Pareil pour les Jordan. Ouais. Ils ont ce lien. Mais après, Nike en lui-même, sur un autre produit peut-être qu'ils vont dire, mais sur les t-shirts, sur les sur les crampons au foot, ils vont peut-être avoir une autre marque. Des fois, tu as des sous-cultures dans ta culture, des sous-communautés. Puis après, il y en a qui sont fans purs et durs, comme le fan d'Apple par rapport admettons, à la communauté PC ou à la communauté Linux à une époque où ils se disaient, c'était carrément c'est un art de vivre. C'est-à-dire que quand t'es Apple, c'est que tu aimes la manière qu'ils voient le monde de la technologie, qu'ils voient la société. Mais des fois, c'est peut-être même lié carrément à un aspect de l'entreprise. Et donc, c'est vrai que je pense que chaque phénomène, si on l'étudie vraiment en profondeur, on se rend compte que quelqu'un peut aimer une boîte. Certains vont dire, j'aime Red Bull. Moi, Red Bull, j'adore Red Bull. J'adore la mentalité derrière la boîte. Je déteste Red Bull. Mais fondamentalement, si je défendrais cette marque, j'irais aux événements, je consommerais les contenus sur les réseaux, les compétitions sportives, mais parce que je m'estime presque membre de leur communauté, élargi par rapport aux valeurs qu'ils défendent, plus que le produit qui est censé être la raison de pourquoi je suis là. Mais tu vois, là tu parlais justement des sous-cultures ou sous-communautés.
J'ai l'impression que c'est une stratégie qu'on voit de plus en plus. Là, on parlait une fois justement d'une marque de lunettes de sport qui s'appelle Goodr, qui ont en fait genre 5 comptes Instagram différents. Un pour tout ce qui est vélo, et puis ils partagent du contenu spécifique vélo avec leurs lunettes qui sont pour le vélo, même si c'est les mêmes lunettes, hein, mais comment tu les utilises quand tu fais du vélo, une autre pour la course à pied, etc., etc. Et ils ont réussi à créer des sous-communautés dans leur domaine. Tu vois ça de plus en plus, ou c'est encore un truc un peu dark, où il n'y a pas tout le monde qui ose partir là-dedans, parce que ça demande quand même pas mal de ressources, pas mal de... C'est intéressant que tu soulèves cet exemple, parce que à la base, à l'origine, le terme communauté, il a mis du temps pour moi, on va dire, à exister dans le sens qu'on l'utilise maintenant à cause des réseaux sociaux. Parce que pendant très longtemps, le community building, c'était associé au community management, c'était les réseaux sociaux. C'est-à-dire que finalement, les gens se disaient, j'ai un compte Insta, j'ai des abonnés sur mon compte, j'ai une communauté. Alors qu'au fond, tu peux avoir 1 million d'abonnés et finalement, dans l'interaction que tu as avec eux, c'était follower, donc c'est ton audience, mais c'est pas ta communauté. Et du coup, c'est aussi parce que dans la démarche, il y a des marques qui se sont dit, ok, attends, alors là, si je prends, admettons, le footwear, ou si je prends les lunettes, ou si je prends tel aspect, mes contenus sont différents, ma stratégie est différente, ou les attentes de contenu du public sont différentes, donc on investit pour que ce soit un truc scindé. Il y a des boîtes, quand tu leur dis, en Suisse, par exemple, si vous allez en Suisse allemande, imaginez que pour vraiment les toucher, vous devriez communiquer en allemand. Ils vont dire non, mais attends, ça nous coûte trop d'argent, on parle pas allemand, on est basé à Genève, on va faire de l'anglais et ça suffit. Déjà, quand tu dois convaincre quelqu'un de ce genre d'approche pour essayer de toucher au mieux, admettons, ton audience, c'est là que tu vois aussi qu'il y a des gens, ils sont pas prêts à aller au bout de la démarche, de se dire, ok, comment est-ce que je communique dans les codes et avec les termes ou avec les moyens nécessaires pour ma communauté, pour ce qui est peut-être sous-jacent, peut-être qui est caché dans un emailing, par exemple, dans des fois une newsletter, qu'on a envie de déplacer ailleurs, mais c'est d'en haut que ça parle, envie de se dire, souvent, pour beaucoup de gens, et d'où cette citation, je le dis souvent parce que ça me fait mal, parce qu'il y a des gens qui se disent, non, j'ai 10 000 contacts dans mes mails, j'ai 5 000 contacts sur mon Insta et puis sur mon LinkedIn, en gros, on a une communauté. Je fais, vous pouvez leur faire quoi? C'est-à-dire que si demain on leur dit, on va faire un podcast, peut avoir un public, est-ce qu'ils viennent? On sait pas. Bon, ça, c'est possible, pas savoir. Je dis, alors faites le test, et c'est 15 000 plus personnes, il y en a pas un qui vient, alors qu'ils habitent dans les alentours. C'est là que tu veux commencer à juger, c'est dans l'engagement, dans la mobilité. Donc, je pense que c'est dans la volonté, cet exemple reflète une boîte qui s'est dit, ok, on veut faire les choses différemment selon les produits, selon les segments, déjà juste dans sa stratégie marketing. Et aujourd'hui, pour toi, qui fait bien ça? Tu parlais de Red Bull, c'était un exemple. T'as d'autres exemples de peut-être marques plus petites, parce que de nouveau, on parle de Nike et tout, quand on donne ces exemples, les gens ils disent toujours... Et je pense que c'est à tort, hein, mais les gens disent toujours ouais, mais c'est facile, c'est parce que c'est Nike. Tu peux avoir tout le budget du monde, ça reste difficile de créer une communauté, je pense. De nouveau, j'imagine, hein, on n'a pas tout le budget du monde, mais c'est toujours compliqué. T'as des marques qui sont peut-être un poil plus petits qui font ça bien en tête aujourd'hui? Je pense qu'il y a. Ça fait longtemps que je suis, par exemple, des PMO, des startups dans la food, qui créent ce lien avec leurs produits. Par exemple, tu prends Opaline ou bien des marques qui se disent ok, on est local, on n'est pas encore des géants, on n'est pas encore des innocents, et même innocents d'une certaine manière. Il y a des marques qui sont quand même assez grandissantes, mais qui se disent ok, on va essayer des actions. Je crois Innocent faisait l'action à Noël, où c'était les grands-mères qui... pressaient le jus d'orange. Qui tricotaient, je crois, des espèces de... Ah oui, des petits trucs pour mettre la bouteille dedans. La bouteille dedans, c'était tout un délire, mais c'était fait par des vraies grand-mères, ouais. Des vraies grand-mères. Je dis comme ça, mais c'est ces petites actions où tu veux en fait la proximité, tu veux aller au plus près de ton commerçant, je pense. J'ai vu beaucoup que ce soit des petites marques, même de cookies, de trucs qui se disent, je vais commencer à donner un nom à mes followers, mais vraiment, même au niveau genevois, au niveau lausannois local, qui comprennent la logique de se dire, je vais peut-être pas avoir 100 000 clients, je vise pas être McDo ou autre, mais je vais essayer d'être le plus proche possible pour vraiment essayer de créer une expérience. C'est un peu dans cette logique se dire, je veux qu'ils s'attachent à moi et qu'ils puissent être mes prescripteurs, mais limite, c'est même pas, je pense que c'est inconscient maintenant. On arrive à un stade où les gens, c'est quand ils font leur stratégie marketing au début, au même titre qu'ils vont penser à leur site, à leur réseau, ils se disent, ok, quelle expérience je veux donner? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et je vois même dans des petites marques de textiles qui vont faire des pop-up à travers, admettons, la région, qui se disent, ok, je sais que j'ai besoin de mobiliser ces gens, j'ai besoin qu'ils reviennent à chaque fois, j'ai besoin qu'ils viennent, si c'est pas au Street Food Festival, qu'ils viennent au Vendange de Neuchâtel, j'ai besoin que ces gens me suivent, donc je dois leur donner une raison d'être proche de moi, les fidéliser et autres. Mais c'est hyper intéressant, je trouve, et je propose presque qu'on prenne un pas en arrière et qu'on définisse ce que c'est. C'est quoi une communauté, en fait? Parce que
Du coup, alors, on dit justement une communauté, c'est un peu... Aujourd'hui, on a un peu perdu la définition parce qu'on pense que si on a 10 000 followers sur Instagram, on a une communauté. Mais en fait, non. Est-ce que... à partir de quand est-ce qu'on a une communauté et quand est-ce qu'on pense l'avoir et en fait, on l'a pas? Moi, comme je le définis, je le vois un peu comme... j'ai toujours été très actif dans le monde associatif. C'est un peu comme... c'est un peu les mêmes codes qu'on peut avoir autour d'une association. C'est... Au-delà de ton produit, ton service, c'est un ensemble de gens, un ensemble de particuliers, de personnes, qui en fait se fédèrent autour d'un produit, d'une marque, d'une entreprise. Alors il faut qu'il y ait le côté un peu quand même, je vais pas dire lucratif, mais il y a une cause, il y a un but, qu'il soit lucratif ou non, mais qui s'attache aux valeurs. C'est-à-dire que plus loin que juste partager le fait que, regarde, on a tué 2 buts du Coca, super. Il y a aussi tous ces messages que justement que des marketeurs créent avec talent pour le branding, toute l'envie en fait des fois ça peut être de défendre l'écologie ou que ce soit la qualité du produit. C'est ces gens qui au bout d'un moment s'identifient à la marque au point déjà de la porter par exemple, et ensuite même d'aller, ça peut être à l'époque sur des forums ou dans divers se fédérer pour notamment la vérité, c'est pour donner du feedback à la marque, pour communiquer avec la marque, pour améliorer l'expérience qu'ils ont avec la marque, mais aussi, la vérité, c'est créer des interactions qui souhaitent interagir sur le produit, la marque, parce que c'est l'intérêt de l'entreprise, mais au fond, ils le font parce qu'ils en ont envie. Ils sont là parce ils veulent créer un lien direct affectif avec la marque et l'entreprise. Pour moi, c'est comme ça. Ça tourne autour des valeurs quand même. C'est le cœur central d'une communauté, c'est des gens qui se rassemblent autour d'un set de valeurs auxquelles ils croient et avec une sorte de vision commune en fait. Ça, c'est la base. Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir les mobiliser et de les amener quelque part. Alors souvent, c'est en ligne. Donc, c'est dans le début, ça va être, admettons, par exemple, les réseaux sociaux, ce qui est gratuit, les réseaux sociaux, un emailing. Mais la suite, ça peut être, maintenant, on voit des plateformes communautaires comme Tribes ou autres, où vraiment, ils la prennent en white label et tu vas avoir certaines fonctionnalités comme un forum, comme un chat ou autre, comme Slack aussi, que les gens vont utiliser en se disant, OK, dans ce coin-là, on vous rassemble pour vous donner accès à certaines primeurs, certaines infos. C'est dans le but vraiment de générer de la conversation, des échanges des fois qui sont modérés ou pas. Que c'est eux, la communauté elle-même qui s'organise, qui a envie de faire, admettons, quand on voit des séries où il y a carrément des fans maintenant qui font leur propre, on va dire, court-métrage, ou bien, admettons, des fan movies, comme on dit. C'est vraiment faciliter ces échanges-là entre les fans, qui eux le font vraiment. Il faut que ce soit naturellement et qui acceptent d'être mobilisés et engagés pour faire quelque chose. Aller à une conférence, aller à un meet-up, même des petites boîtes peuvent le faire, c'est même pas forcément besoin d'être très complexe. C'est cette idée de se dire, c'est des gens où quand tu écris un mail, tu vois, quand tu envoies un mail, admettons un mailing à 12 000 personnes, on va dire ton temps de retour, il va être de réponse à être 3%, 2%. Ces gens-là qui ouvrent et qui répondent, souvent forment le noyau s'ils ouvrent à chaque fois et qu'ils prennent le temps de te répondre. Parce qu'il y en a des fois qui répondent à un newsletter, dire ah c'est cool, telle chose. Cette base de gens-là qui veulent l'interaction, souvent c'est ceux-là en fait que tu cherches vraiment. T'es obligé de taper large, mais au fond c'est ceux qui, dans limite j'ai envie de dire, ils n'ont plus aucune raison. Ils ont consommé le produit, donc ils l'ont même jeté à la poubelle ou ils ont fini d'utiliser, mais ils sont encore là, ils étaient encore dans le coin de leur tête et ils pensent à toi. Voilà. Et ça je pense c'est ce dont tout le monde rêve, mais dans la base, c'est... Comment dire ? Je pourrais le vulgariser, c'est une base de données de gens qui croient en votre marque. Mais c'est intéressant aussi, parce que je trouve Red Bull, c'est hyper intéressant comme sujet, parce que le produit et leur marketing sont tellement à l'opposé. Enfin, ça n'a rien à voir. D'un côté, tu as le sport extrême, beaucoup ce monde-là, et d'un autre côté, c'est une boisson énergisante qui est assez dégueulasse, disons-le. On aime pas, on va dire ça comme ça. Pas, elle remplit son rôle. J'ai encore des potes là-bas. Non, bien sûr, elle est. Mais voilà, elle est pas forcément écolo, pas forcément. Enfin, il y a plein de. Tu pourrais critiquer le produit de mille façons. Et mais ils ont une vraie communauté. C'est quand même assez intéressant. Et la communauté, elle est, à mon sens, pas autour du produit, elle est vraiment autour des valeurs de la marque et de ce que la marque essaie de promouvoir via son sponsoring, notamment avec les sportifs extrêmes. Et je trouve ça assez impressionnant. Mais est-ce que cette communauté-là, elle achète, parce que maintenant ils ont plein de produits dérivés, etc. Est-ce qu'ils achètent quand même la boisson ? Est-ce que les gens boivent du Red Bull parce qu'ils sont fans du Red Bull ? Et t'as un exemple qui dit que non. Moi j'aime beaucoup Red Bull aussi, mais je bois pas forcément la boisson. Mais est-ce que du coup est-ce qu'ils ont vraiment construit
je sais pas, j'arrive pas trop. J'arrive pas à savoir comment construire une question. C'est une vraie question. Est-ce qu'ils l'ont construit pour vendre plus de produits? Quelque part, j'imagine que oui. Mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment l'objectif que ça accomplit. Donc, en fait, c'est bizarre. Je pense que d'un côté, déjà même, on pourrait se demander, c'est-à-dire que, imaginons que je me dis que je fais partie de la communauté Red Bull et que je suis pas un revendeur. Qu'est-ce qu'ils font vraiment pour moi? C'est-à-dire que s'ils sponsorisent une équipe de foot ou s'ils sponsorisent une grande compétition de jet ski ou peu importe, je vais y aller, mais en fait, est-ce que c'est vraiment pour le membre de la communauté? Je l'ai découvert quand j'ai découvert les événements qu'ils faisaient par exemple pour leurs revendeurs. Ouais. Les boîtes de nuit, les bars qu'ils appellent leur Red Monday qui font les lundis, où là vraiment effectivement c'est pour montrer et manifester leur comment dire, gratitude et leur attachement, mais genre vraiment aux propriétaires de bars, de restos, de trucs. C'est peut-être même là qu'à la limite ils font leur vrai community building. Je pense que leur image de marque, dans la stratégie de la marque qu'ils avaient, ils se sont dit il faut qu'on incarne nos valeurs à travers notamment le sport extrême mais aussi l'entrepreneuriat. Ouais. Ils ont tout un blog, toute une série de contenus où ils soutiennent ça. Mais c'est vrai que pour le client, c'est ma manière de défendre ce que représentent les valeurs de comment dire, les valeurs de Red Bull pour moi. Contrairement à d'autres marques où limite ça fait partie de ton expérience client. C'est un tout pour te dire. C'est comme ces jeux qui vont ensuite te dire ok, rendez-vous n'importe quoi sur tel forum à l'époque ou sur tel site pour échanger avec d'autres joueurs, comme dans le but d'étendre un peu la conversation plus loin. Même les séries font ça maintenant. Mais c'est vrai que Red Bull dans ce sens, je pense que c'est un peu plus hybride. Mais c'est vrai qu'au fond aussi, ce qui m'avait sorti une fois que c'était 100 millions de canettes en Suisse. Au bout d'un moment, en Suisse, c'était, je crois que par an, je crois qu'on m'avait sorti ça il y a 5-6 ans. C'est énorme. Et ça me parut énorme, mais quand tu y penses, c'est vrai que ça peut aller vite. Enfin, tu poses une bouteille 100 millions, on est 8 millions d'habitants. Ouais. C'est comme si, alors que personne ne boit ça. Les gens qui en boivent, ils en boivent pas qu'une, généralement. Ils en boivent beaucoup. Ouais, c'est énorme. Et quand tu prends une bouteille, t'en as 12. Peut-être une bouteille de vodka, mais tu devrais pas le mélanger, bien sûr. C'est des trucs où ça va vite. Je me demande si c'est pas plus là où ils vendent au final. Donc quand on arrive à ça, il y en a beaucoup qui partent, ouais. Forcément, après, t'as les moyens d'une écurie ou deux de Formule 1, tu vois, je veux dire, je pense que tu vas à travers le monde. Mais ouais, c'est vrai que c'est le plus gros exemple, on va dire. Mais Red Bull, je pense qu'il y a encore un layer en plus. Ça veut dire que, pour moi, il y a le média, parce qu'ils ont créé un média, concrètement. Et le média, c'est pas forcément une communauté de nouveau. 100%. Un média, ça peut être un média. Média, la TSR, tu peux dire, je regarde la TSR, mais je fais pas partie de la communauté TSR. Et je pense que Red Bull, ils ont réussi à créer un média. Et ensuite, ils ont réussi à créer potentiellement des sous-communautés, voire même une petite communauté globale qui adore le produit, qui adore les valeurs, le sport extrême, se pousser, sortir de sa zone de confort, tout ce que tu veux, etc. Et c'est là où ils ont été bons. Mais ça, j'ai l'impression que... et moi, c'est toujours la question que je me pose, c'est à quel point, en fait, est-ce que c'est des mecs qui sont brillants et ils ont réussi? Est-ce qu'il y a un peu de chance? Est-ce que c'est réplicable, ce genre de truc? Est-ce que tu vois aujourd'hui, toi, une certaine méthodologie à mettre en place pour réussir à construire une communauté? En gros, c'est pondéré, ton branding, il fait tant. Ensuite, il faut... Enfin, tu vois, est-ce que tu peux rendre le truc un tout petit peu plus scientifique ou pas? Est-ce que c'est impossible et en gros c'est des tests et puis tu regardes puis tu sais pas ce qui va marcher et puis t'essayes? En fait, moi j'ai toujours milité une de mes expertises, on va dire en tant que marketeur, c'est le community building. Ce que je vends à des PME, des petites boîtes, des startups, c'est d'intégrer, on va dire, le community building dans leur approche. Donc c'est vrai que même si on le prend à une échelle très basse, j'avais découvert ça parce qu'à l'origine, un des projets que j'avais lancé, dont on va parler après, les Fuck Up Night, c'était dans un but pour nous de développer notre réseau, de se faire connaître en tant qu'agence. On était une petite agence de conseil. On se disait, on va utiliser les events pour ça. Et je m'étais rendu compte à l'époque, c'est en 2014, que finalement le lien vers les liens qu'on crée sur les réseaux sociaux et son public, c'est les événements physiques. C'est-à-dire, c'est le moment où tu te dis, ok, bon, maintenant ils sont tous là et puis ils me donnent des likes, des commentaires, mais en fait, je pourrais les mobiliser, les amener quelque part, avoir d'autres types d'interactions avec eux, aller à leur rencontre, puis déjà, ça me donne un contact direct, des feedbacks directs sur ce que je fais, et en plus, des opportunités où autres peuvent en découler. Donc, pour moi, la conséquence, c'était surtout à l'époque 2015, 2016, 2017, 2018, tout le monde faisait des meet-ups, même en Suisse, tout le monde était un peu dans cette vague de se dire, comment est-ce que je peux essayer de convertir des gens qui sont un peu passivement en train de me suivre? Et pour moi, l'aspect, on va dire, scientifique, de ce qui me permettait de mesurer l'engagement, c'était de te dire, ok, je dis à quelqu'un, typiquement, si tu prends même des DJ, ils vont faire la même chose quand tu vas en soirée, ils vont dire, ok, je suis là à tel endroit, à telle heure, viens me voir. Et que je peux le mesurer, genre par exemple, inscris-toi sur Eventbrite,
prends un billet gratuit ou payant, viens me voir, et que je puisse me dire, ok, finalement, qu'est-ce que je peux faire avec ce public, jusqu'où est-ce que je peux aller? Et ensuite, une fois qu'ils sont là, combien de temps ils restent? C'est pour moi, si tu sortais pas des canaux, on va dire, traditionnels du community building, il y avait toujours un peu cette distance de dire, ouais, mais ok, mais finalement, qui sont ces gens et quelles sont leurs motivations? On peut pas le savoir sans leur demander, sans faire un sondage ou autre. Donc c'est vrai que je militais toujours pour ça. Je militais sur le côté où je me disais, finalement, il y a des gens qui ont tellement d'espoir avec une newsletter, ou tellement d'espoir avec un post, ou même pour être franc, même avec un podcast ou autre, il y en a qui font... Moi, le podcast, pour moi, y participer, ou bien admettons quelqu'un qui le fait, il y a une démarche éditoriale, c'est-à-dire que le contenu vous intéresse. Alors bien sûr qu'on veut que ce soit écouté, mais il y a des gens qui se disent vraiment, ok, alors dans leur plan quand ils lancent leur boîte, je vais faire un podcast. Je dis, ok, mais je dis n'importe quoi, t'es en biochimie, tu peux faire un podcast, mais sache que dans la niche des gens que tu vises, si c'est 50 personnes, t'as meilleur temps de prendre une salle, faire une conférence, ça te demande plus ou moins le même effort, parce que dans l'esprit des gens, ce setup est plus simple que prendre une salle, et même setup, juste t'as des chaises qui sont là et les gens qui parlent entre eux. C'est comme si les interactions directes, c'est une panique totale maintenant. Alors qu'au fond, t'as envie de dire non, c'est peut-être même le chemin le plus simple vers les gens qui se fédèrent se groupent autour de toi pour ce que tu fais. Est-ce qu'il n'y a pas une peur liée à ce que tu dis que je trouve intéressante? Les gens ont peur aussi que s'ils les invitent, ils viennent pas. Oui. Et du coup, en vient la question des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux ont aidé à la création de communautés, ou parce qu'on dit oui, maintenant c'est facile, tu peux créer des communautés, mais en fait on réalise que les communautés sont peut-être pas aussi puissantes et même peut-être un peu fake, on a l'impression d'avoir une communauté alors qu'en fait non. Donc est-ce que ça a contribué à la création de communautés et a permis du coup aux marques de créer leur communauté plus facilement, ou est-ce qu'au contraire ça nous a donné de l'illusion de la communauté, on a l'impression d'en avoir, alors qu'en fait non, si on faisait une conférence, et comme tu l'as dit tout à l'heure, et que tu invites les 15 000 personnes qui sont dans ta liste d'emails, et que personne vient, bah tu réalises que t'as pas vraiment de communauté. Donc est-ce qu'on a réussi à créer une illusion de communauté alors qu'en fait non, du coup, je pense que qu'est-ce qui ça a amélioré ou pas? C'est marrant quand tu as commencé sur ce que tu disais, ça m'a rappelé que les gens viennent pas. Ça m'a rappelé quand t'es enfant et que tu organises ton anniversaire et que t'as peur, que t'es ta classe. Stress. Ouais, mais c'est un vrai stress. Tu le dis, ça m'a fait un peu un petit... Ça te remonte. Ça m'a bloqué un petit peu là. Tu te revois à 9 ans, mais est-ce qu'ils vont venir? Je sais pas. Tu donnes les cartons d'invitation, bref. Mais des fois, c'est un peu là que les gens sont. C'est que, moi, tu sais, si tu retraces un peu, je crois que les réseaux sociaux, tu vois, quand on parle beaucoup du rétro, toutes ces choses qui reviennent à la mode et qui en fait existaient déjà typiquement l'IA, entre nous soit dit, eh ben, pour moi, les forums, c'était la base de ce qu'étaient les communautés. C'est juste que on les a mis un peu en oubliette, en mode ouais, mais c'est un peu désuet parce que c'était les message boards à l'ancienne où tu mets un truc puis après il y a quelqu'un qui répond en dessous, alors que maintenant Instagram a pris le même principe, ça dérange personne. Mais l'illusion est venue des gens me suivent, des gens me donnent des likes, alors qu'un like, même moi quand je vois comment je le donne, alors déjà, je le donne pas de la même manière sur Insta que sur Facebook. Parce que sur Insta, un temps... Tu donnes ton like beaucoup trop facilement. Non, sur Insta, on disait ce que tu likais. Tu tiens une époque où il y avait tes activités qui étaient répertoriées. Ouais. Donc moi, ça a créé un truc où maintenant, je like pas pour rien. Puis en plus, maintenant, on met ton nom. Quand t'as liké un truc, tu vois lequel de tes potes a liké. Et voilà, ça déjà, c'est une chose. Le like vaut ce qu'il vaut. Mais les gens se disent, ok, j'ai des gens qui réagissent, des gens qui interagissent. Donc, forcément, j'ai une communauté. Alors que eux ne peuvent rien te dire. C'est-à-dire que d'une certaine manière, une communauté, c'est aussi une relation, c'est bidirectionnel, c'est pas juste moi. Facebook t'a donné cette illusion de dire, moi je suis un influenceur, une marque, une personnalité. Les gens qui me suivent veulent entendre ce que je dis. Je fais, ouais, mais en fait, la vérité, c'est quelqu'un qui a un sens communautaire, veut entendre ce qu'on dit sur lui aussi, veut voir ce qu'on dit, veut que des choses se déclinent de ce qu'il fait, et pas juste se dire, bah voilà, c'est moi la star un peu la star, on va dire, du podium, c'est moi qui suis là et regardez-moi. Parce qu'au fond, comment on sait? Parce que un des fonctionnalités de Facebook qui est revenu à la mode, qui a même explosé, je pense, ces 3 dernières années, alors qu'on pensait que c'était mort et enterré, c'est les groupes. Ouais. Les groupes, en fait, maintenant je me retrouve même dans le communication mix, on va dire, de certains clients, de leur dire, en fait, fais pas une page, fais un groupe par rapport à un aspect, par exemple, de rassembler, je dis n'importe quoi, les meilleurs clients ou les clients B2B auxquels ils veulent parler fréquemment. Je leur dis, faites un groupe
Parce qu'au fond, c'est là que vous pouvez mieux, non seulement modérer les conversations, mais maintenant tu peux fixer des règles. Parce que aussi, quand je vous parlais d'une association, une communauté, c'est aussi, ça a son fonctionnement, ça a ses règles de conduite, tout ça, même dans le monde réel. Et du coup, tu te retrouves dans un monde où les groupes aussi qui étaient cachés un peu dans un trou te disent non, maintenant, LinkedIn s'est lancé aussi dans la bataille de se dire, mais au fond, on pensait que c'était le nombre qui faisait la communauté. Maintenant, finalement, tu pourrais avoir 1 million de followers si tu en as 10 000 qui sont hyper actifs. Ce que tu peux faire avec 10 000 followers est largement plus intéressant que ce que tu peux faire avec 1 million qui t'écoute de loin, mais tous les jours. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a cette illusion, elle a toujours existé, c'est juste que maintenant on commence à être plus sensible à donc il y a cette notion non seulement, parce qu'avant, si tu veux, dans l'ordre c'était être présent sur les réseaux, ensuite c'était faire du contenu plus ou moins adapté sur les réseaux, ensuite c'est d'avoir de l'engagement, c'est-à-dire que les gens réagissent au contenu, et maintenant c'est que les gens le partagent, et puis éventuellement, j'ai dit ouais mais il y en a qui sont encore à l'époque de être sur les réseaux, puis ils disent c'est bon j'ai une communauté, je fais ouais mais... C'était un graphe, mais tu dis oui, mais là on est à la phase 1 en fait. Tu parlais justement des 10 000 fans. Il y a un article de comment il s'appelle, quelque chose Kelly, je sais plus, c'était le mec qui a créé Wired Magazine, qui parlait il y a un article qui est assez cool que tu peux trouver online ultra facilement qui s'appelle 1000 True Fans. Et en gros, il explique et il fait le case study de dire 1000 vrais fans te suffisent pour créer un business qui tourne. Et il fait tout le calcul, c'est assez poussé en termes de calcul. Donc, si tu as 1000 personnes qui sont fans de ce que tu fais, tu peux créer n'importe quel business, tu peux vivre de ta passion, tu peux vivre d'un truc. Tu seras peut-être pas millionnaire, mais tu vas faire assez d'argent pour vivre avec 1000 mecs. Et ça, je pense que c'est le cœur de la communauté, c'est de te dire, il te faut un certain nombre de personnes. Après, tu auras toujours, c'est les 80-20, hein, c'est 80%, enfin 20% des gens qui génèrent 80% de ton revenu, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que ça fait quand même, j'ai pas envie de dire une bêtise en termes de temps, mais je sais pas, 10-15 ans que tu étudies les communautés, que tu en as créé toi, tu les as mises sur pied de zéro, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, je te dis, on a envie, n'importe quoi, de créer une communauté avec Simba, on a besoin de ton aide. Est-ce que tu arrives à venir, toi, avec un plan d'action pour favoriser les chances de réussite dans la création d'une communauté? Parce que, vu de l'extérieur, en fait, ça paraît être un truc tellement... vague et un peu chanceux en disant on a commencé, je sais pas, j'ai n'importe quoi, on a commencé à faire du contenu et tout, et puis aujourd'hui on a une communauté, ok super, on a eu un coup de chance. Mais est-ce que tu arrives aujourd'hui à dire en faisant ce process là, j'ai quand même plus de chances d'y arriver parce qu'on sait que c'est ça et ça qui fonctionne, etc. Je pense que la réponse est oui, et je me souviens quand j'étais venu à vos lunchs, je vous avais dit, mais pour moi c'est la base de ce que peut être votre communauté, parce que c'est l'événement qui rassemble les gens, mais aussi la possibilité de mettre des thématiques par-dessus, le fait que, ok, c'est un lunch avec 5-6 personnes, mais qu'après, tu pourrais imaginer grandir entre qui tu réinvites, qui peut coopter ou parrainer ou inviter quelqu'un d'autre, prendre des lieux plus grands, faire une soirée. Du moment où vous créez une plateforme dans laquelle vous voulez échanger avec les gens, pour moi, ou que vous êtes prêt à le faire et accepter qu'il y aurait peut-être 5 personnes au début, 3 personnes, 10, 12, vous avez déjà une base où c'est la base de tout plan, en fait. C'est de se dire, ok, la suite, ça serait, je prends les feedbacks des gens, de dire, ok, c'est quoi vos attentes de plus par rapport à la base, vous avez votre glace, vous avez votre tacos. Tu vois, tu pars dans les fondamentaux, c'est du re-engineering, parce qu'il faut jamais oublier un truc. La notion de communauté, elle existe vraiment finalement dans le monde du développement. C'est une notion du monde du développement de logiciels, ou vraiment voilà, de l'ingénierie de logiciel, où ta communauté te sert parce que finalement, les interactions qu'ils ont avec ce que tu codes et les feedbacks, soit qu'ils te mettent dans le formulaire de contact ou autre, ça marche pas, ça c'est vachement cool, et quand après tu fais tes meetings par exemple de ton sprint le vendredi, tu dis telle personne n'arrête pas de nous demander telle chose, c'est comme ça que tu finis par faire le feature suivant. C'est un comportement qui existe, qui veut dire que tu peux effectivement dire ok j'invite d'abord un premier lot de personnes, ensuite je me dis ok je vais trouver une manière de récolter leur feedback à la fin de ce qu'ils veulent, qui est-ce qu'ils veulent voir éventuellement, est-ce qu'ils veulent un intervenant, est-ce qu'ils veulent plusieurs lieux différents, et c'est le même loop. C'est un cycle de feedback en fait. Un produit tech, tu peux ingénieriser. Je sais pas si ça se dit, mais presque la création. Tu peux créer un process comme tu le créerais pour un SaaS ou pour un produit. Exactement.
de ta communauté. Si tu veux, c'est ce qui est très... Tu vois, quand tu parlais de la technique derrière, c'est que après, c'est une agrégation aussi d'outils. Donc, c'est-à-dire, peut-être qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que le groupe WhatsApp dans lequel tout le monde est pas assez efficace. Ok, alors je vais les passer peut-être sur un Slack, peut-être sur, admettons, tel outil, parce que là, j'ai une masse critique de 100, mais c'est fixé, peut-être tu dis à 100, on estime que ça nous prend trop de temps de modérer ce truc. Donc là, peut-être qu'on prend un stagiaire qui, lui, s'occupe d'eux. Mais ça n'a pas... Si tu veux, le problème, c'est que c'est des stratégies qui n'ont pas de coût pour commencer. Donc c'est très... la barrière à l'entrée est très petite. Mais c'est que souvent, c'est de trouver le hook qui n'a souvent rien à voir avec votre activité, ça a à voir avec le contenu que vous voulez générer. C'est qu'au fond, c'est une stratégie de contenu, finalement, une communauté. C'est de se dire, au bout d'un moment, tu dois les nourrir avec de l'information. Tu vas leur donner quelque chose, ça peut être le podcast, ça peut être, par exemple, des contenus qui sont uniques à faire partie de la communauté, quelque chose que tu n'auras pas sur vos présences publiques. Ça peut être de l'accès, ça peut être de venir au bureau. Chaque entreprise a le pouvoir de le faire, c'est juste que souvent, c'est ce que je disais un peu avant, c'est que ça te rapporte à quel genre de dirigeant tu veux être ou à quoi te sert cette proximité. Souvent, exemple, dans le domaine du marketing, dans le domaine du conseil, c'est là, ça peut te mener à la référence qui, la personne, la recommandation, c'est le prescripteur qui fait que telle grande boîte, il y a un intérêt, on va dire, réseautage, mais aussi, des fois, c'est aussi pour des créatifs. Tu vois, tu peux angler en te disant, c'est quoi le profil type? C'est vraiment comme créer un produit, finalement. Tu peux te dire, ce que j'aimerais, admettons, c'est rassembler tous les indépendants avec qui je travaille pour, déjà, juste comme ça, ils apprennent à se connaître. On facilite déjà les premiers échanges pour que quand après on monte un projet tous ensemble, c'est plus simple de les faire collaborer. Ça a toujours un but. C'est juste que finalement, ce qui est difficile pour certains, c'est que tu sais, quand on parle de tâches qui sont non-scalable, un peu les tâches où vraiment que tu dois faire mécaniquement, même si t'as pas de retour sur investissement dessus, eh ben c'est un peu le début, c'est toujours un peu ce truc, il faut quand même aimer le faire. D'où, pourquoi je te dis des gens qui s'attachent aux valeurs, c'est en soi, j'ai vraiment envie de fédérer les gens que je vise, j'ai vraiment envie qu'ils se rencontrent, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'ils pensent. Mais se trouve que j'ai pensé aux conséquences potentielles qui sont, admettons qu'ils me prennent un mandat, qu'ils me recommandent un client, il doit avoir une finalité. C'est un peu c'est ce qui est un peu controversé des fois un peu dans ce domaine, c'est que c'est de faire quelque chose d'intéressé avec désintéressement. C'est de donner sans s'attendre à recevoir. Absolument. C'est-à-dire que tu dois complètement accepter que peut-être que la personne, tu la vois plus après, elle a eu une très belle expérience, et que son job dans la communauté, c'est d'être passif comme une association. T'es passif, mais tu dis c'était cool, et peut-être que quand tu dis, je cherche quelqu'un pour le prochain dîner, eh ben, il va te recommander quelqu'un, mais il reviendra plus, parce qu'il estime que jusqu'au jour où, peut-être que quand tu lui demandes pourquoi il revient plus, il dit, mais c'est parce qu'en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait, et puis finalement, t'as compris comment le récupérer. Mais c'est un autre boulot, pour certains, c'est même un job dans le job. C'est là, des fois, que c'est un peu chronophage, parce qu'au fond, tu vois, quand c'est lié à un soft ou quand c'est inhérent à l'activité, c'est facile à intégrer. Ouais. Mais selon, exemple, si t'es un restaurant ou autre, tu vas le faire autrement parce que finalement, t'as pas la main d'œuvre pour. Ton restaurant, il tourne sur les serveurs, sur les chefs, sur les gens qui sont en cuisine. Et c'est un autre staff qui peut éventuellement venir travailler selon ce que vous voulez faire, ta communauté. Donc mais c'est tout à fait un plan. C'est vraiment dans la même logique qu'un plan de code. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure avant de commencer de ce qui a changé. Enfin, on avait le pré-Covid, on a eu le pendant le Covid et on a le post-Covid. On a un peu l'impression d'être retourné au pré-Covid, mais il y a des choses qui ont changé quand même. C'est reparti d'ailleurs. Hein? Je sais pas, je suis tombé sur un truc ce matin, ça m'a foutu. C'est reparti là, il y a de nouveau un nouveau truc qui débarque. Arrêtez, j'en veux plus. On entend des histoires tout le temps. Non, mais là, depuis hier, je crois, il y a un nouveau truc. Ouais, il y a quelques semaines, on m'a dit les cas sont rouges. J'ai dit oui. Oui, voilà, il y a un nouveau variant, je sais pas quoi. Je suis là, non. Pas de problème qui vient de Bref, on va pas parler de maladie. L'idée était plutôt du coup de partir sur le digital parce que pendant le Covid du coup il y a eu énormément d'événements digitaux, il y a Zoom, etc. Les gens c'est fini les interactions humaines, etc. Est-ce que tu penses que et il y a certains coches qui ont été pris, qui ont été un peu ratés, mais qui selon moi a quand même un intérêt qui est la réalité virtuelle. Est-ce que c'est possible de créer non seulement des communautés mais aussi des événements digitaux? Est-ce qu'il y a un intérêt à un moment donné d'imaginer
des communautés dans la réalité virtuelle. Et c'est marrant, on parlait aussi avant de World of Warcraft, qui était un jeu à l'époque où les gens se rassemblaient énormément. Il y avait énormément de communautés dans ce jeu-là. Est-ce que ça a de l'avenir, ou est-ce qu'au contraire, c'est obligé que les gens soient regroupés dans une pièce à discuter? Tu t'en penses quoi de ça? Moi, je crois que le Covid a ouvert la période du Covid a ouvert une vraie porte. Il y avait même un Eldorado sur la Web 3. Enfin, c'était en 2022, 2021. Sur quoi? Sur la Web 3. Web 3. Ah, Web 3. Okay. Là, vraiment, je me suis dit, oh mon Dieu, en gros, on va tous avoir un avatar demain. On va avoir un nouveau nom, enfin bref. Mais dans le sens où je pense qu'il y a une excitation, exactement. Clair, alors que Second Life, justement, tu dis, mais Second Life, non, mais c'est mieux. Quand tu vois le rendu, tu dis, non, c'est la même chose. Juste avec un meilleur rendu 3D. Mais je pense que il y a une place pour des événements, justement, on va dire, de la réalité virtuelle, on va dire. J'ai une des startups avec qui je travaille, Mindstone, font une partie de leur podcast ou de leur meet-up, carrément, ou même leur meeting, je pense, d'équipe, parce que c'est une équipe remote first, avec de la VR. Une place virtuelle. Voilà. Donc tout le monde est assis autour d'une table avec son avatar. Je crois que tu peux même le voir sur leur LinkedIn, tu vois certains échanges où c'est avec leur vraie voix et tout, donc c'est un délire. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai failli être dans les... Et puis c'est les petits personnages. Ouais, mais ils utilisent une boîte qui fait ça, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai oublié le nom de la boîte qui met ça en place. Mais c'est vrai que ça, c'est une contingence pour moi qui est venue du Covid. Après, moi, où j'ai un biais par rapport à ça, c'est que moi, j'ai eu la chance, du coup, de faire mes gammes en tant que modérateur, facilitateur d'event, speaker, et d'être devant le public. Et vraiment, il y a rien qui ne change. Il y a rien qui, pour moi, est l'équivalent d'avoir le public devant toi. Le jour où la VR fait que tu mets ton casque et que là, vraiment, c'est que tu vois ton public, c'est-à-dire que tu t'es dedans, fine. À la limite, c'est juste quand chacun est chez soi. Limite, j'ai envie de te dire, je crois plus aux hologrammes on va dire, c'est un peu comme dans Star Wars que les personnages, un peu, on va dire, ton avatar, parce que dans les interactions que tu as, le ressenti de ton public, les visages, tout ça, c'est vrai que dans le format conférence, même dans le format réseautage, pour moi, ce qui marchait pas dans les events Zoom, c'est pas le Zoom. Zoom, même, au contraire, c'est même bien adapté, Google Meet, tout ça. C'est plus toute la partie réseautage à la fin, où tout le monde reste un peu là, comme ça, et puis personne n'ose plus ou moins tu vas prendre aux la parole. events aussi pour ça, faut être honnête. Voilà, en fait, c'est surtout pour la fin. Et pour picoler aussi, je veux dire, enfin, c'est un tout. Il l'a dit. Mais non, mais moi, je le défends. Moi, j'ai défendu un truc, c'était bière et échec. Je suis obligé de parler de l'alcool. Mais même si l'alcool, il faut consommer avec modération. Mais c'est vrai que quand tu vois cet aspect-là, quand même, je me dis, je sais pas comment. Il faut voir comment ça peut durer. C'est-à-dire que pour moi, l'hybride, ça reste aussi un entre-deux. Je pense que ce en quoi je crois beaucoup plus, c'est maintenant les gens sont plus ouverts à streamer des events, à filmer des events, faire des after-movies, genre de comprendre qu'il y a un public élargi qui soit ne veut plus se déplacer, ne peut pas se déplacer ou préfère être chez lui. De la même manière qu'il y en a qui vont au stade et il y en a qui regardent la télé. Pour être franc avec le temps, j'adore l'ambiance d'un stade ou d'une arène, mais je préfère regarder un match, l'expérience que j'ai à voir les replays, tout ça. Ouais, ou peut-être pas tout le temps, quoi. Exactement, c'est que ça dépend des... Tu veux faire une fois... c'est pas la même expérience. Parce qu'en plus, tu le vois généralement mieux le match à la télé qu'en vrai. Mais c'est juste une expérience différente. Et les deux ont une valeur en soi. Absolument. Et tu choisis, ce week-end, je sais pas, je vais au stade parce que j'ai envie de vivre autre chose. Maintenant, on est à l'époque où les gens streament des enterrements. Je le dis avec beaucoup de tristesse et de stupeur, mais j'ai des exemples courants aux États-Unis. Maintenant, c'est très commun où comme ça, pour ceux qui sont loin, tu vois la cérémonie. Quand c'est bien fait, c'est même. Bon, d'un côté, ça peut être. Ouais, exact. Peut-être que ça te permet de. Si ça t'aide. C'est un concept, hein, mais c'est vrai que oui, il y a d'autres aspects, je pense, plus que la VR. C'est vraiment, je le vois pour la vidéo. Je vois le côté où les gens commencent à se dire, mais le contenu le plus important à tirer d'un event, c'est qu'il y a un retour, un truc qu'on peut décliner, quoi. Est-ce que du coup tu penses que les events qui ont ce mix, en fait, cet hybride digital et physique, l'exemple que je donnais, c'était en fait j'ai participé à un événement, tu as un meeting Zoom avec les 10 personnes, etc. Tu parles un petit moment. Et puis ensuite, tu les rencontres la semaine d'après en physique. Et je trouvais ça ultra puissant parce qu'en fait, tu arrives à l'event, tu connais déjà un peu les gens, puis tu as tout de suite un peu des affinités, des trucs, et ça rend ton event beaucoup plus fluide, sans forcément trop d'alcool, ou ça le rend un peu plus fluide parce que tu arrives et tu as déjà des gens, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, tu lui as répondu, tu as déjà une interaction en fait. Et je trouve ce mix presque plus puissant
que simplement l'event physique. Presque. Et je sais pas si c'est alors c'est peut-être pas faisable tout le temps, parce que quand tu fais une fuck up night avec, je sais pas, n'importe quoi, 200 personnes, bah tu peux peut-être pas faire un event digital avant. Ouais. Ou même le digital peut venir après. Comment les gens comment reconnectent entre eux. Et je trouve qu'en fait, pour le coup, là, le digital et le physique, dans ce domaine-là, c'est presque le fit parfait, en fait. Moi, je pense que c'est le mieux, surtout quand on parle de communauté, de gens qui sont voués à, au bout d'un moment, se reconnaître. Soit leur handle sur un chat, ou bien leur nom dans un event Zoom, ou soit en physique. Quand tu sais que tu as un event où... Moi, il faut savoir, quand je faisais le Fuck Up Night, j'avais un taux de rotation environ genre 85%. C'est-à-dire 85% des gens qui venaient n'étaient jamais venus. Qui veut dire que tu peux pas vraiment... Déjà, moi, ça veut dire que je dois toujours plus ou moins expliquer ce qui se passe. Et les gens entre eux ne peuvent pas vraiment se reconnaître, sauf s'ils sont venus ensemble et qu'ils se connaissaient déjà. Donc, je pense que trouver un entre-deux où déjà se donner la flexibilité d'oser faire quelque chose en online. Hier, je donnais un workshop online, par exemple, pour un accélérateur. J'ai pas de... Pour moi, je trouve que les deux ont leur mérite. Et des fois, c'est juste logistiquement plus simple. Mais pour les interactions, ce qui est intéressant aussi, même dans le monde physique, c'est que tu vois, moi, on me demande d'être MC des fois d'un event. Tu vois tout de suite la différence entre un event qui dit j'en veux pas, ou un modérateur, ou un MC, et ceux où ils se disent, ok, dans ce qu'on veut, comme ne serait-ce qu'interaction avec la scène et le public, on sait qu'il y a un lien qu'on doit aller chercher. Je pense que c'est aussi cette réflexion de modérateur qui existe en ligne et hors ligne, qui est aussi pour moi une des belles conséquences de l'ère post-Covid, c'est de se dire, les échanges vont pas se faire tout seuls, en fait. L'idée, finalement, du modérateur, et même au sens pur, même dans un chat à l'époque, là je remonte loin dans le temps, c'est de s'assurer que, déjà que les gens soient accueillis, et puis qu'aussi que les échanges soient sains ou qu'il y en ait. Et je pense que ça, c'est tant que ceci devient aussi la norme, physique, hybride, online, ça... Tu mets le doigt sur un truc, finalement tu veux sortir de là en te disant, j'ai eu des échanges avec quelqu'un. Et ça, je pense qu'avant, c'était pas... Le but en soi, c'était de faire l'event. Tu fais un event, tu viens à l'event. C'est vrai que cet aspect de modérateur, il est super important, je trouve, parce que faisant moi-même partie de certains groupes online avec des gens qui sont à l'international, États-Unis, Angleterre, Australie, autres, c'est vrai que le fait d'avoir un modérateur qui dirige un peu qui doit parler quand, à quel moment, et de vraiment structurer en fait la conversation pour permettre à tout le monde de s'exprimer. T'auras pas les interactions personnelles one-to-one comme tu les as en réel, mais ça crée quand même une certaine dynamique beaucoup plus agréable au niveau de cette communauté-là en ligne. Il y a un truc réel aussi qui se passe dans les Zooms, je sais pas si vous avez déjà vu, mais même quand tu fais un Zoom où tout le monde doit plus ou moins s'exprimer, un peu comme quand on fait un tour de table, souvent les gens après reprennent la conversation en ligne. C'est-à-dire ils vont reprendre en live sur LinkedIn, ils vont dire ce serait bien qu'on parle, parce que finalement des gens que t'aurais jamais entendu, parce qu'il faut lever la main, prendre la parole, en entendant ce qu'ils ont à dire et en allant voir leur profil, tu te dis hors ligne, j'aimerais continuer la conversation. C'est plus simple de continuer la conversation, t'as créé un lien d'une certaine manière. T'as créé un lien et puis t'as une accroche, alors que dans le monde réel, bizarrement, tu peux faire autant de tours de table que tu veux, quand c'est fini, la majorité du temps, les gens ils partent. En Suisse allemande, c'était un festival, tu fais un event, t'as fini, ils se lèvent, ils s'en vont. Qui veut dire que la partie réseautage, tu dis mais... Et toi tu l'expliques au début, tu dis je sais que vous allez partir, vous allez vous en aller, mais c'est juste que normalement vous devez rester un peu... Non. Tandis qu'à Genève on adore ça. Le petit moment, tu vois, ce départ de... Il faut partir de la salle, attends, on traîne parce que sinon on doit reprendre le boulot, donc on attend les conversations de fin de meeting. Ça c'est le pain. Toute la valeur, elle est là. C'est là qu'il y a le vrai échange. Le truc de pourquoi t'as pas dit ça durant le meeting, jamais de la vie j'allais dire ça parce que je vais me faire virer. C'est ça qui est intéressant à suivre, parce que finalement les events ça a pris énormément de place dans ma vie, mais de par le lien avec le community building, parce que finalement je défends plutôt que juste dire événementiel basiquement, je défends que sans les conversations, finalement on s'en fout. Les échanges avec les gens, c'est toute cette substance-là qu'on va aller chercher. Je vais rebondir sur ce que tu disais en parlant de culture, parce que on ressent, notamment au niveau des communautés, et eux aussi, après, on va parler de l'échec avec les Fuck Up Nights, qui culturellement est très différent aussi. Mais dans le cas de la communauté et de l'interaction, que ce soit digitale ou en physique, on voit une énorme différence. Tu donnais l'exemple entre la Suisse romande, Genève, et la Suisse alémanique. On peut parler de la Suisse et de la France, on peut parler de l'Europe et des États-Unis. Est-ce qu'une communauté doit être locale? Est-ce que c'est faisable de faire une communauté internationale? Comment aussi on gère cet aspect culturel où puis les valeurs c'est pas forcément les mêmes d'une culture à l'autre? L'importance de la culture en fait dans la communauté me paraît essentielle.
Je pense que si je prends l'exemple des communautés où je suis actif, typiquement Fuck Up Night ou Startup Weekend, ou là je vais rejoindre Creative Morning aussi, il y a toujours cette dimension, même dans une stratégie globale, il y a une dimension locale. C'est-à-dire qu'ils se disent, même si, admettons, tu rejoins les valeurs, ou bien tu t'attaches à tel aspect de ma marque, localement, il faut que toi, tu l'adaptes à ta réalité, ne serait-ce que parce que, je dis n'importe quoi, si tu veux faire des events, par exemple, un event à New York peut te coûter de manière significativement plus cher qu'un event quelque part, admettons, je sais n'importe où, en Thaïlande, où va être interprété différemment, le contenu va être interprété différemment. Donc je pense que il y a toujours une dimension, il y a une adaptation culturelle, même pour une communauté. C'est-à-dire la marque le fait d'un point de vue marketing, mais je pense d'un point de vue communautaire, il y a toujours ce côté, ils disent, ok, quand tu gères Genève, par exemple, quand je prenais la licence pour Fuck Up Night, c'était pour Genève. Je l'ai pris Lausanne, Zurich, parce que je suis un psychopathe, mais à la base, tu commences d'abord dans ta ville, parce que déjà, ton propre réseau, il est là où tu vis. C'est-à-dire que c'est pas parce que ta communauté, tu la veux globale, que les membres de ta communauté, déjà, ont la même ambition, et surtout, ont la même portée que toi. Donc, du coup, c'est d'abord d'essayer de donner les ressources aux membres de ta communauté pour faire écho autour d'eux. Mais ça n'enlève rien à la mentalité de dire, ok, comment je vais ouvrir, comment j'ouvre l'Europe, comment j'ouvre l'Asie, comment est-ce que rapidement je veux sortir par exemple de Suisse si je commence de Suisse, parce que finalement c'est ce que Internet permet. Internet te permet de fédérer à travers des contenus digitaux ou de ramener des gens vers toi en ayant leur email. Donc c'est juste de comprendre que opérationnellement c'est quelque chose qui doit être très vite décentralisé. Je pense que c'est là le... Et c'est un peu ce que tu disais, je crois que c'était en off, justement avec les Fuck Up Nights, et rentrons sur ce sujet-là après, parce qu'on en a pas mal parlé sans forcément définir ce que c'est, et c'est un sujet qui est hyper intéressant, mais tu disais du coup avec les Fuck Up Nights, un des problèmes, c'était qu'il n'y avait pas cette fédération. Il y avait toutes ces petites communautés à travers le monde, mais c'était pas fédéré, et du coup, ça pouvait pas fonctionner au niveau international. Tout le monde était fédéré autour du message, enfin de la mission de base qui était de dédramatiser l'échec au milieu professionnel. Et c'est un truc qui est facilement porteur, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'équivalent de dire essaie d'être une meilleure version de toi-même. Tu vois. Et même pour organiser l'événement, l'exemple, la manière dont je faisais l'événement, il n'y avait aucune guidelines par rapport à ça. C'était pas exemple Startup Weekend, quand tu es un facilitateur, tu te dis ok, tu dis ça au début, ils te disent ce que tu dis. En fait, c'est même très relaxant pour le facilitateur. Tu sais où tu vas, la mécanique elle est connue, parce que de vendredi à dimanche, tu les années quelque part Fuck Up Night, tu sais ce qu'est Fuck Up Night, tu le démerdes-toi. Même les slides, même le contenu. Et tout ça peut te donner aussi l'impression que finalement, le seul lien que tu as avec la marque, d'ailleurs c'est un des grands problèmes qu'ils ont actuellement s'ils nous écoutent, c'est le seul lien que tu as avec le Mexique, finalement avec le temps, c'est tu as besoin de payer les fees pour avoir la licence. Mais sinon, tout le fonctionnement est un peu neutre, parce qu'il y a un mouvement de cette taille, il faut imaginer qu'avant le Covid, on avait plus de 200 villes, devraient être assemblés. Tous les mouvements, tous les grands, on va dire, tous les grandes communautés issues d'un événement, au bout d'un moment, ont un truc annuel où ils se regroupent, ne serait-ce que juste pour faire partager les best practices, ne serait-ce qu'en ligne. Fuck Up Night l'a essayé, une fois ils avaient fait un délire, c'est une sorte de grande retraite d'organisateurs, je crois, au Mexique, et ça n'avait pas marché, où ils essayaient de faire venir tout le monde, un peu comme si je crois que ça allait à Cancun. Mais même, en fait, le but, t'as envie de dire non, mais ça aurait été quelque chose en ligne où on peut déjà juste s'aligner sur comment on cherche des sponsors, on sait comme ça. Mais ça, c'est juste au niveau des organisateurs. Imagine au niveau des participants, chacun va choisir les intervenants différemment, chacun va faire la promo différemment. Chaque communauté, quand elle a un but dans le monde réel, doit avoir vraiment un mode opératoire très clair où si c'est décentralisé, c'est que c'est fait pour l'être. C'est-à-dire que vraiment, à la limite, tout est libre tant qu'il y a le logo, admettons, de ta communauté dessus, par exemple. Mais ça, c'est encore une autre approche. C'est intéressant, c'est un peu comme... Ouais, c'est le concept d'une franchise, c'est-à-dire que tu fournis le manuel de conduite, en quelque sorte, et ensuite, là où il y a des fill in the blank, tu peux rajouter un petit peu ce que tu veux. Mais puisqu'au début, quand tu veux te répondre rapidement, en fait, tu fais une franchise qui est très, 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 très light. Ouais. Enfin, au début, tu fais des règles, des modes opératoires très light qui arrangent tout le monde parce que soit ça coûte pas cher, on te fait pas chier sur, exemple, le nombre d'événements à faire ou peu importe les activités. Et puis en fait, avec le temps, tu commences à découvrir les limites de faire ça parce que finalement, il y en a qui font un peu à leur sauce, il y en a qui réinterprètent. Et quand tu veux serrer la vis, les
tes fans les plus hardcore il y a un pushback parce qu'ils se disent mais pourquoi ça change? Ouais, t'as toujours été relax, vous avez décidé que vous êtes une start-up, parce qu'il suffit que dans l'équipe il y a une personne qui arrive en mode CFO, genre comment ça tourne ce truc, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs au Fuck Up Night, et qui essaie de tirer la vis à des gens qui, quand t'es laxiste aussi sur le mode opérateur, t'es laxiste sur le choix des membres de ta communauté. Je vais dire ça un peu méchamment, mais dans certaines villes, monsieur, madame, tout le monde va organiser vite fait un petit fuck up night et puis il fait 50 personnes au même titre que le gars qui a une agence de com et qui a un coworking à côté qui organise un fuck up night, il fait 1000 personnes. On a le même statut dans la communauté. On n'est pas sélectionné sur la base de qui on est. C'est ce que tu peux attendre de l'un, et l'un va le faire parce qu'il veut pousser la marque. L'autre, il est juste content d'être là. Donc déjà, ça veut dire que les profils, quand tu veux grandir, tu dis ben alors lui, je peux lui demander ça et encore, je suis pas habitué à lui demander quoi que ce soit, et elle ou lui, hein, il va dire mais non, bah en fait non, il comprend même pas de quoi je lui parle. Là, exemple, ce que je te dis sur la communauté, il y a des gens, c'est ah ben moi j'ai la marque dans mon petit bled, puis c'est sympa, chaque fois on fait 20 personnes, et t'as à dire, puis il y a un média, mais c'est un média, ça n'a pas besoin d'être très loin d'ici. Là tu fais ah ouais, toi t'es ok, bah t'es bien, ouais, c'est top. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que du coup, même quand t'es là, quand t'es en haut de la pyramide, tu te dis ok, ouais, c'est vrai que même définir qui est un profil idéal, ou pour certains rôles, tu vois, pour les rôles clés, admettons, quand on parlait de modérateur d'une communauté, tu fais, ça peut être excluant, mais c'est là que tu te rends compte que non, t'as besoin de gens qui puissent aussi être ton relais. Donc, ça c'est le niveau plus avancé de la gestion de communauté, on va dire. Et pour rentrer plus dans le détail peut-être de Fuck Up Night, du coup, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est et pourquoi est-ce que, selon toi et selon le concept du coup de Fuck Up Night, c'est important de célébrer l'échec chez les entrepreneurs et chez tout le monde d'ailleurs. Chez tous les professionnels. Au fond, c'était alors un événement de réseautage qui est né au Mexique. C'était 5 potes qui buvaient des bières ensemble chaque semaine. Non, pardon, ils buvaient du mezcal. Ça commence encore avec une histoire de picole, ton truc là. En fait, ils buvaient du mezcal, c'est pire encore. Ils buvaient du mezcal ensemble chaque semaine. Et après, ils se sont dit, mais ça se trouve, il y a un concept, parce qu'en fait, en buvant, ils se désinhibaient, et puis du coup, ça se retrouvait à vraiment partager les galères entrepreneuriales qu'ils avaient. Ils étaient tous, en tout cas, entrepreneurs ou dans des grandes boîtes. Et ils se sont dit, il y a un concept. Donc, ils ont lancé à Mexico un event qui est un event à la base de réseautage où 3-4 intervenants par édition racontaient à l'époque, c'était 6 minutes 40, un fail. T'as une trame que tu suis en 5 points. Et pourquoi 6 minutes 40? Parce que t'avais le droit, pour te faciliter la vie, t'avais le droit que à 10 images. Des screenshots, j'ai eu des couvertures de BD, j'ai eu des affiches de films, ce que tu veux. Pour illustrer ton image et puis qui défilait automatiquement chaque 40 secondes. Ça, c'était le format d'origine. Ça a changé depuis, les gens ont des clickers et tout ça, mais c'est pour ça que le 7 minutes est resté, 3-4 intervenants. Et puis tu pouvais le faire n'importe où, dans des cafés, on l'a fait dans des cinémas, tu peux le faire en plein air. Du moment que tu avais un public, ça passait, c'était un event gratos. Et c'est un event que j'ai importé en Suisse en 2014. À l'époque, on était 3. Parce qu'au fond, moi j'aimais le côté, la mission qui était de... En fait, ça remonte même à l'époque où, même nous, quand on me parlait de Sistar avant, quand on s'était revus, et avec Timothée aussi à l'époque, on allait beaucoup à ces événements de réseautage. Les drinks entrepreneurs, tous les petits événements qui se voulaient un peu, soi-disant, c'est là que tu allais démarcher ou parler avec des gens. Et puis, à ces événements, moi je me disais, j'ai trouvé des clients, parce que les gens vont venir parler ouvertement de leurs problèmes, puis ils disaient non, tout le monde faisait un peu du posturing, donc tout le monde était là en mode non, tout va très bien. Moi ça va très bien. Je fais exploser ma croissance et mon chiffre d'affaires. Ça n'arrête pas de grimper. Une croissance à 2 chiffres, tout va bien. Et après, t'en avais d'autres qui disaient bon, c'est chiant, pourquoi on parle pas un peu des échecs quand ils voyaient les intervenants, les conférenciers. Donc moi, c'est dans le coin de ma tête. Quand après, je suis tombé sur le concept, je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'être le visage de l'échec? Ça, c'est peut-être la grande question que je me suis posée, mais ça me paraissait cool d'essayer d'amener quelque chose où on prend à contre-pied un peu l'événement réseautage traditionnel. Ça, c'était un peu le but là. Et pourquoi est-ce qu'on devrait célébrer l'échec? Pourquoi est-ce que... parce que ça revient un petit peu à la culture. On voit, par exemple, t'as des origines américaines, il me semble. Et aux États-Unis, l'échec, c'est genre, mais vas-y, essaye, plante-toi, c'est pas grave, recommence. Alors que chez nous, c'est lui... il s'est planté. Oh, le mauvais. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, tu as une espèce d'étiquette qui te colle à la peau comme la personne qui a pas réussi. Ce que moi, je trouve absolument aberrant. Et pourquoi est-ce que du coup, selon moi, les Américains, ils ont vraiment raison sur cette vision-là de l'échec. Je sais pas déjà si c'est quelque chose que tu partages, mais j'imagine que oui. Pourquoi est-ce qu'on devrait célébrer l'échec? Je pense que
Célébrer, c'est un mot, tu sais, parce que dans le business model, on organise des Fuck Up Night dans les entreprises, les grandes entreprises. Ils ont toujours du mal avec le mot célébrer, parce qu'ils disent, mais c'est-à-dire que quand tu connais pas la trame, quand tu comprends pas la manière dont on amène l'event, les gens ils se disent, mais c'est-à-dire que je dois être fier d'avoir loupé quelque chose. Je fais non, c'est que tu dois être fier d'avoir appris quelque chose. C'est-à-dire que finalement, si dans la trame d'un Fuck Up Night, donc des 7 minutes qu'on leur demande, tu finis sur les leçons que tu as tirées, mais surtout, comment ça t'a aidé pour la suite. Si tu restes aux leçons, c'est comme n'importe quel talk sur l'échec. Si tu arrives à essayer de montrer, même si c'est en cours, comment tu as réussi à l'appliquer, soit dans la situation équivalente suivante, ou bien que ça t'a mené au job suivant, finalement, c'est ce qu'on veut prouver. C'est que ce qu'on veut célébrer, c'est qu'il y a des moments marquants, des anecdotes marquantes, qui sont pas forcément positifs, c'est pas une success story en elle-même, mais qui ont façonné qui on est professionnellement, ou qui nous ont beaucoup plus apprises qu'un job où, comment dire, tout allait bien, mais en fait, en vrai, on n'en a rien tiré de plus que notre salaire, tu vois. Et c'est cette mentalité que j'aimais derrière Fuck Up Night, c'était le côté de dire aux gens, en fait, prenez du recul, prenez un pas de recul, même sur les gens que vous admirez leur parcours, parce que eux-mêmes ont envie de raconter des moments de leur carrière que personne leur demande, parce que c'est même des anecdotes des fois qui remontent, ou qui sont inconnues, mais c'est les faits du quotidien. Donc je pense que c'était ce côté où, tu sais, genre, aux États-Unis, finalement, ce qu'on aime plus que tout, c'est je pense que c'est le guerrier qui comment dire, pas le guerrier, mais c'est une personne qui a fait ses preuves, en fait. C'est-à-dire, c'est l'expression en anglais, c'est battle hardened. C'est un peu genre quelqu'un qui est endurci par le combat. Ouais. Peu importe qu'il ait gagné ou perdu, tu vois. Peu importe que t'as un boxeur, admettons, qui a des statistiques parfaites, qui a toujours tout gagné. C'est de se dire non, c'est qu'au fond, s'il prend un pain dans la gueule, il va pouvoir se relever. Au moins, il était sur le ring. Exactement. Quoi. C'est qu'il en a appris quelque chose. Son avis compte parce qu'il a été dans la situation. Plutôt que quelqu'un qui, finalement, et c'est très américain aussi, à l'inverse, c'est quand il n'a jamais connu l'échec, alors après, il en fait une dépression quand il la connaît. Parce que dans sa tête, il se dit, il y a des gens, tu sais, si tu regardes attentivement la société américaine, il y en a qui ont un parcours tout tracé, parce que, je trouve ça un peu étrange. C'est vraiment, genre, académiquement, depuis l'âge de 5 ans, c'est que l'équivalent d'un 6. Donc c'est 6, 6, 6, 6. Ensuite, ça fait un petit peu d'humanitaire, un peu de ci, un peu de ça. Ça va à Harvard, 6, 6, 6, 6. Dans ta tête, tu dis, comment tu peux avoir autant de 6 dans ta vie? C'est des trucs que t'es obligé d'être. Peut-être tous, il y a un moment où on se plante ou quelque chose, mais pas grave. Et ensuite, ça a le bon job, et ça a la baraque, et là, tu te dis, ouais, alors non, sachant que ça, c'est une réalité, c'est pour ça qu'ils admirent les gens qui, non, c'est beaucoup plus chaotique, parce que d'une certaine manière, tu peux arriver au même stade que lui. Donc, c'est aussi la société qui le veut ici. Je pense que il y a cette mentalité, il y a déjà la notion du risque qui est très différente. Et qui fait que c'est pas que l'échec on est contre, c'est qu'on lui donne aucune plateforme. C'est-à-dire que c'est même beaucoup plus simple de parler des échecs des autres. Tu sais, quand on parle de l'apéro, quand tu donnes l'exemple de l'apéro, à l'apéro, tu vas plus facilement parler de l'échec d'un autre que d'une certaine manière te dire pendant cet apéro, il s'est passé tel truc aujourd'hui au boulot. Déjà aussi, parce qu'il faut pas oublier un truc, pas tout le monde est entrepreneur en Suisse. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Pas tout le monde est dans, exemple, si on prend la voie de l'entrepreneuriat, pas tout le monde a le même quotidien. Donc t'es pas pote avec quelqu'un ici parce que il a tel job. Ça c'est très américain. C'est plutôt, non, c'est ton pote parce que vous êtes amis, vos femmes se connaissent, tu le connais depuis le collège. Donc partager le travail, c'est pas quelque chose de très très suisse en fait. C'est assez vrai ça, mais c'est vrai. Hein. Mais moi je le vois avec mes amis, je sais pas si toi c'est pareil Alex, mais le fait de... Tu partages pas forcément ton quotidien, déjà parce que c'est pas le même et que t'as pas forcément le même problème, mais au-delà du fait que tu sois entrepreneur ou pas, tout le monde échoue. Oui. Donc ouais, voilà. Donc même si t'as pas le même métier, même si tu fais des choses différentes, j'ai l'impression que tu peux quand même apprendre des échecs des autres en parlant et en expliquant la situation, et parfois justement avoir le regard externe, c'est hyper intéressant de parler de quelque chose qui s'est mal passé au boulot ou j'en sais rien, puis t'en parles à ta femme qui fait pas du tout la même chose que toi et qui potentiellement peut te donner des conseils qui des fois t'aident quand même, mais les gens ont peur d'en parler. Mais on l'oublie, pourquoi? Parce que un exemple que je donnais sur Fuck Up Night, c'est que pour moi, le comportement qui découle, enfin, le comportement duquel est tiré l'événement, pour moi, c'est d'aller sur Google trouver des réponses. C'est-à-dire que quand tu as un problème, technique, même santé pour certains, après chacun son truc, les gens vont sur Google, ils disent, ok, j'ai tel problème, ils trouvent une solution. Le public d'un Fuck Up Night, c'est pas les histoires les plus sanglantes qu'ils veulent bizarrement, c'est au bout d'un moment, ils veulent la relativité, ils veulent pouvoir se dire, ok, ah putain, j'ai déjà vécu ça.
Ah, comment c'est limite, parce que tu sais, normalement, c'est le fail, ensuite les répercussions. Ah, comment il est sorti de ce truc? Parce que moi, en fait, jusqu'à maintenant, ça me stresse, ça m'empêche de dormir. En fait, les gens sont limite là avec des calepins au bout de moi. Avec les années, je voyais, c'était instructif, parce qu'au fond, c'est la même démarche que, bon, ce gars-là, il sait pas, mais je suis allé sur Reddit, puis j'ai lu ce qu'il a mis. Ah ouais, c'est pas con. On le fait, en fait. Et au fond, c'est ce même genre on cherche cette perspective. C'est juste que ce qui surprend peut-être un peu plus ici, c'est l'idée d'être sur scène. Parce que des fois, c'est des vraies scènes, micro et tout. T'es sur scène et tu parles devant, des fois, on avait 200, 150, à Zurich, 500, 1000 personnes. Là, tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? C'est ça qui choque. Mais moi, je trouve du coup plus simple de parler de ton échec justement sur une scène en mode... Parce que derrière, il y a tout le, entre guillemets, le show de... On va dédramatiser ou célébrer l'échec, peu importe comment tu veux le mettre. Je trouve plus simple que... T'es juste à table avec 2 potes et tu leur dis ah ouais moi ce projet là il a foiré, voilà. Et je trouve super dur en fait de faire ça parce que derrière en fait ils comprennent pas, par exemple s'ils sont pas entrepreneurs ils comprennent pas ce que tu vis. Si toi t'es pas dans leur boulot ils vont te dire ah moi j'ai foiré mon business meeting ou j'en sais rien, toi t'es là ok c'est pas la fin du monde, alors que lui ça le stresse vachement. C'est assez compliqué de se comprendre en fait, et je trouve parce qu'on le fait pas très souvent en fait, on n'a pas l'habitude de le faire et du coup je sais pas, moi j'aurais plus de peine, c'est peut-être un peu con, mais j'aurais plus de peine à aller écrire un post LinkedIn en disant voilà aujourd'hui je sais pas moi le podcast on va arrêter parce qu'on a foiré, j'en sais rien, dire ok on a eu un échec là-dessus, plutôt que d'aller dire aux gens tu vois qui sont autour de moi en disant en fait ça on a raté. Tu vois quand je t'expliquais avant en off l'histoire de Seed Stars avec certains trucs qu'on n'a pas réussi à faire, t'as toujours un truc dans ton cerveau, moi je suis honnête je l'ai toujours, où je suis là est-ce que je dois dire ça, tu vois? Ou t'es là ça on n'a pas réussi à faire, ça on a raté, ça honnêtement on a fait du mauvais boulot, c'était égal, on a eu un échec, peu importe pourquoi, est-ce que c'est parce que toi t'as pas fait du bon boulot ou parce que c'est manque de chance, c'est égal. Moi j'ai toujours un truc où j'essaye de le dire mais j'ai toujours mon cerveau qui fait genre attends, t'es sûr que tu veux le dire celui-là? T'as peur du jugement. Parce que c'est super difficile en fait, parce que t'entends toujours les autres qui disent moi elle va bien ma boîte en ce moment, oh là 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 là. Mais justement c'est un peu j'ai l'impression qu'on manque d'empathie aussi, dans le sens où justement dans une conversation où quelqu'un te parle de son échec, souvent la réaction que t'as en face c'est pas une réaction de genre mec c'est pas grave, t'as planté un truc. Et puis tu sais tu discutes de pourquoi t'as planté et de comment tu peux éviter de le faire dans le futur. J'ai jamais des conversations comme ça. Et je trouve ça tellement dommage parce que c'est assez facile au final. Tu dis ah t'as planté ce projet, ok vas-y il s'est passé quoi, parlons-en ensemble, t'as fait ça, ah ok là c'est peut-être le truc qu'il aurait fallu faire différemment, refais-le pas la prochaine fois et ça ira mieux. Et tu sais tu sors de là, déjà t'as un énorme poids qui sort de ton corps et en plus t'as appris un truc et tu fais ah ouais, et puis ça te motive en plus pour aller de l'avant derrière. C'est marrant parce que quand je faisais Fuck Up Night, je disais à beaucoup d'entreprises, au bout d'un moment je trouve que c'est quelque chose c'est dommage de devoir faire toute une mise en scène pour qu'il y ait un Fuck Up Night, qu'il y ait un public et tout ça, l'apéro. Quand tu te dis au fond ça pourrait être même une étape dans un meeting, c'est-à-dire que selon les boîtes, d'exemple dans les startups ils font les rétros. Genre la rétro, tu peux même utiliser l'application rétro pour le faire, où tu dis, exemple, ce qui a été dans la semaine, ce qui a pas été, et puis j'ai n'importe quoi, ton souhait pour le week-end, et c'est des post-it, c'est anonyme, puis après tu peux choisir par exemple ce sur quoi tu as envie de parler, les gens peuvent voter, tu sais, mais c'est une mécanique qui est beaucoup appliquée dans le monde de la tech aussi, c'est pour dire comment ils induisent un peu le social, mais l'idée de dire à des gens, même dans un groupe de 5-6 personnes, avec 2-3 règles simples de juste, exemple, d'être dans l'empathie, d'être dans le respect, un Fuck Up Night, pour moi, genre, c'est être autour de la table, en fait. Ouais, mais tu vois, c'est ça. Je pensais à nous, en soi, mais c'est un truc dans les tu vois, les meetings qu'on fait, etc. Fin de la semaine, c'est ok, tu vois, qu'est-ce que j'ai foiré cette semaine? Complètement. Ah, là, j'ai pas été très bon parce que j'aurais dû plutôt faire ça comme ça, et puis c'est pas grave, tu vois. Ah, ok, t'as compris comment faire la prochaine fois. Tu vois. Là, avec ce client, j'aurais dû faire ça plutôt comme ça. Ok, pourquoi? Ah, ok, parfait, la prochaine fois, tu le feras pas, quoi. Ouais, je pense que c'est hyper important. Et de rajouter ça ça n'a pas besoin d'être un truc de 2 heures, hein, mais rajouter ça dans un meeting en disant cette semaine, ça, on aurait pu, là, je pense que j'aurais pu faire mieux. Même dans une culture d'entreprise enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours essayé de diriger un peu Simba comme ça en disant c'est pas grave si t'as fait une connerie, parce que tu vas en faire. Mais par contre, bon, déjà dis-le, parce que cacher des conneries c'est une connerie, mais surtout le refais pas, tu vois. Donc ok, t'as fait une bêtise, c'est pas grave, de toute façon il y a pas mort d'homme, on va la rattraper, on va trouver un moyen de contourner le truc, c'est pas grave. Mais par contre, apprends de ton erreur et refais pas la même erreur.
Et je pense que ça, c'est culturellement, c'est super important. Parce qu'il y a trop de gens qui ont peur justement de l'erreur, de l'échec, etc., qui se braquent, qui sont comme ça dans leur Mais ça, c'est un truc que tu dois entraîner, à mon avis. Tu vois, oui, ça c'est genre pour dire, comme on disait, tous les vendredis, t'as tout le monde dans ton équipe qui partage un échec. Au bout d'un moment, t'es là, je vais dire le mien, quoi. Ouais, j'ai foiré là. Ah, ok. Puis tu vois que tout le monde s'en fout. Puis t'es là. Ah ouais, en fait, ça va, quoi. Je me suis planté, là, j'ai fait une connerie, c'est vrai. En fait, ça a très bien été, quoi. Et il y a une grosse part de responsabilité de la personne qui reçoit l'échec, c'est-à-dire qui reçoit ça. Parce que si toi, tu me parles d'un échec que t'as eu, et que moi, je réagis de manière un peu confrontationnelle, un peu genre, en fait, t'es une merde. Forcément, tu vas plus vouloir parler des échecs. Voilà, c'est fini. Plus jamais, non, c'est clair. Si au contraire, tu réceptionnes l'échec, tu dis, ok, je comprends. Et puis justement, tu as cette empathie, tu as cette discussion qui se crée, forcément, tu auras beaucoup plus d'ouverture d'esprit tu permets en fait cette discussion-là. Vous avez vu juste parce que je suis tombé dessus l'autre jour, je trouvais ça tellement cool, le cimetière de Google. Il y a un site qui s'appelle RIP Google et t'as genre 15 pages et c'est assez stylé parce que en fait, tu réalises à quel point ils ont le nombre de projets qu'ils ont lancés il n'y a pas d'autre mot, qui ont foiré, quoi. Ouais. Et t'as des trucs dont t'avais jamais entendu parler, t'en as d'autres que tu connais, machin, etc. Et tu te dis, mais en fait, ils ont fait que ça. Et c'est ce que, aujourd'hui, j'ai l'impression que nous, j'ai pas envie de dire en Europe, mais je dis déjà en Suisse, on a de la peine à réaliser, c'est qu'en fait, il faut lancer beaucoup de trucs pour au bout d'un moment, t'en aies un qui marche, tu vois. C'est rarement moi, je vais lancer celui-là, et celui-là, ça va être un truc de ouf, tu vois. Et ça, c'est assez rare. Si c'est le cas, c'est que t'as de la chance. Et tant mieux. Non, mais c'est super, il y en a plein qui ont réussi et tout, et c'est génial. Et ça veut dire que t'as été bon, je pense, que t'as eu un peu de chance peut-être aussi, mais que t'as fait du bon boulot, etc. Clairement. Mais je pense qu'il y a ce côté de ah ouais, mais en fait c'est normal de lancer des trucs et il y en a qui vont pas marcher. C'est même pas que c'est un échec, c'est un niveau au-dessus, en fait c'est normal. C'est j'ai lancé des trucs, celui-là on l'a arrêté. Tu peux dire c'est un échec. Pourquoi voilà, mais tu peux dire c'est un échec, tu peux l'appeler comme ça, mais tu peux dire non, c'est juste un projet qu'on a lancé qui a pas marché. Puis celui-là, c'est un projet qu'on a lancé qui a mieux marché, etc., etc. Et quand tu regardes si on parle dans l'entrepreneuriat, la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, depuis la nuit des temps, j'ai presque envie de dire, ils ont toujours un espèce de cimetière avec eux, tu vois, qui traîne en disant attends, mais moi tu te rends pas compte, aujourd'hui toi tu me connais parce que j'ai fait XY, tu vois, j'ai fait cette boîte et cette boîte, le mec c'est une bête. Puis après tu regardes, tu fais ah ouais, t'as une valise remplie de déchets, où t'es là, mais elle est exceptionnelle cette boîte, comment t'as pu lancer une merde pareille? Puis le mec il a je sais pas, je trouvais que c'était une bonne idée. Et c'est génial ça, je trouve, quand tu parles de ça, mais c'est incroyable, quoi. Tu sais, il y a deux niveaux, il y a ceux qui ont une valise avec les échecs ou les projets qu'ils ont avortés ou arrêtés. Et j'ai un ami, je me souviens, c'était il y a 4-5 ans, je lui présente un pote qui veut se lancer. Et puis il disait, ouais, je cherche l'idée, en fait, qui va être ma boîte. Et puis là, il lui sort un calepin. Puis il dit, écoute, puis lui, il faut savoir maintenant, donc ce pote, il est à Londres, il a bien réussi sa vie, ils ont vendu en plein Covid à 300 millions, enfin, vraiment, il a son pédigré. Puis il lui dit, écoute, tu vois ça là, ce calepin, dedans, j'ai écrit tous les jours une nouvelle idée. Un truc que si j'avais le temps, si j'avais envie, je le ferais, parce qu'au final, c'est une question d'exécution. C'est-à-dire que je pourrais te le dire, il m'a dit, prends l'idée que tu veux dedans, et bon courage pour le faire, pour dire que des fois, c'est même pas juste ce qu'on a loupé, c'est même ce qu'on peut pas faire ou ce qu'on permet de pas faire, parce qu'au fond, des fois, c'est une usine, tu vois. Mais je pense qu'il y a ce côté aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, où l'entrepreneur, des fois, il a ce truc où je pense que quand il passe à l'idée suivante, s'il prenait genre même juste 1 heure, juste pour se dire, ok, mais alors pourquoi est-ce que mon attention, ou bien mon intérêt, ou bien pourquoi j'ai arrêté celui-là? Parce que souvent l'énergie qui l'a fait arrêter, il l'amène dans le projet d'après. Dans cette logique de dire c'est pas grave, après je vais tomber sur The Idée. Non, ça se trouve c'était The Idée, c'est juste que tu devais pivoter sur ça, tu devais arrêter ceci, ou tu devais juste t'associer avec quelqu'un, peu importe. Mais sans se poser la question, c'est une fausse impression de c'est parce que je suis un entrepreneur. Tu vas répercuter le même problème ou la même erreur sur le projet, la même mentalité, tu vois. Donc c'est une des choses qui me fascine toujours quand je discute avec eux, c'est que l'échec en lui-même, le sujet, d'un point de vue philosophique, un peu ça crée toujours un peu un petit malaise, mais d'une certaine manière avec le temps, non, c'est aussi qu'on a un muscle qu'on peut développer qui nous permet de gérer en fait les situations difficiles, rebondir assez rapidement. Bon alors je propose du coup, vu qu'on parle de l'échec, petit exercice pratique. On est 3, chacun raconte un échec. Si vous voulez, je peux commencer, comme ça vous laisse le temps de trouver votre échec favori, parce que je pense qu'on en a tous plein. Moi, il y a un échec qui est arrivé l'année dernière, ça faisait longtemps, et je pense que c'est un problème qu'on a souvent dans le domaine du conseil et des services, c'est que le problème d'une agence, c'est que c'est très difficile à scaler. Et du coup,
je m'étais dit une très bonne manière de scaler, c'est de scaler la formation, c'est donc de créer une formation en ligne. Et on a essayé de lancer la Simba Academy l'année dernière, en début d'année, et on a mis énormément de ressources là-dedans. J'ai recruté une personne qui était gestionnaire de projet qui gérait autre chose, je l'ai mise à fond sur ce projet-là. On a recruté une personne qui était commerciale, qui d'un côté devait se charger de vendre nos services classiques et d'un autre côté de vendre la partie plutôt formation. Et ça a duré, j'ai passé énormément de temps à l'enregistrer, la formation, j'étais assez persuadé de sa qualité, machin, on a fait des campagnes marketing, des webinaires, tout un tas de trucs, on a passé énormément de temps là-dedans. Et au final, on n'a pas du tout réussi à vendre autant que ce qu'on voulait, même si je pense que la qualité était bonne et qu'il y avait clairement un vrai truc derrière. Mais je sais pas, peut-être que le marché était pas prêt, peut-être que c'était pas la bonne cible. J'ai aujourd'hui encore du mal à savoir pourquoi ça a pas fonctionné. Et la conséquence a été assez rude. La conséquence a été devoir virer 2 personnes, ce qui a été super dur. Devoir réinjecter aussi du capital parce que ça a quasiment failli faire tout couler en fait. Parce que du coup, on avait investi le fait de... Et c'est un sujet qui moi... je trouvais assez intéressant et qui revient souvent, et dont on peut parler aussi d'ailleurs, c'est le sujet du focus. Et moi, je pense que le fait d'avoir diverti notre focus et d'avoir dit, ok, on va essayer de faire la formation et l'agence avec les services en même temps, c'était trop pour une si petite équipe. Et ce qui a fait qu'on a tenté de faire un truc qui avait du sens. C'est logique. L'idée formation, elle est totalement logique et elle a totalement du sens. On l'a pas fait de la bonne manière, ça s'est planté. La conséquence a été assez rude pour le moral de l'équipe, forcément. Pour moi, personnellement. Pour les 2 personnes qui ont dû quitter. Et pour le fait qu'on a passé énormément de temps avec un truc qui, au final, rien donné, quoi. Ce qui est assez dingue, d'ailleurs, c'est qu'après, on a coupé ce projet-là. Les 2 personnes malheureusement ont dû partir et on s'est refocalisé sur l'agence. On a décidé de couper, de trimer un max de trucs et hop là, l'agence est repartie. Et donc voilà, ça c'est un échec que je trouvais intéressant à raconter parce que je l'ai assez mal vécu mais derrière on a réussi à s'en relever et on en a appris quelque chose en tout cas de notre côté, c'est d'essayer de vraiment focus sur notre cœur de métier ou en tout cas ce qu'on voulait être notre cœur de métier pour pouvoir réussir à croître par la suite. Voilà. Franchement, t'es vraiment une merde. J'attendais juste que tu finisses pour te dire ça. Voilà comment je réceptionne ton échec. Je m'en vais. C'est bon, j'abandonne. C'est bon, j'abandonne, j'en ai marre. Ah ouais, mais ça me parle par contre. Ça me parle le côté formation, académie. Au bout d'un moment où tu te dis non seulement pour scaler, mais le côté où tu te dis bon écoute le client, au bout d'un moment il comprend pas forcément ce que je lui explique. Ouais. Donc vas-y fais une formation et ensuite je t'upsell avec des services. Non, j'ai fait, c'est le Covid moi qui mais ça me... Ouais. Virer des gens d'ailleurs, c'est marrant. J'avais été invité à l'émission Entrepreneur là, de Latif, comment ça s'appelle, Nasrat, le truc sur la télé là, sur le truc vaudois. Ouais, en tant que jeune voix, on va pas y arriver si on. Mais bref, j'ai oublié, ouais, je m'avais oublié. Mais ouais, c'est une émission d'entrepreneur sur une chaîne vaudoise. Ouais. Et je devais parler d'échecs notamment, et puis je me souviens comment je racontais que ce que j'avais mal vécu, c'était notamment d'avoir viré des gens. Et il y a viré parce que ça marche pas, il y a pas un fit, quelqu'un fait une faute grave, et il y a viré pour motif un peu économique. Ouais. Moi en tant qu'entrepreneur, ouais, c'était une claque, et c'est même pas l'échec que je veux raconter, mais c'était une claque que j'ai mis beaucoup plus de temps, mon ego a mis beaucoup plus de temps à s'en remettre que je pensais. C'est super dur, et surtout en fonction de la réaction d'en face. Alors du coup il y avait 2, enfin, brièvement, hein. Il y en a une qui a bien réagi, elle comprenait la situation, etc. L'autre elle m'en voulait à mort. Et c'est horrible, parce sur que les 2 pareil, t'as pas envie de ça quoi. En fait, tu crées un lien aussi avec ces gens. C'est clair. Surtout dans une petite équipe, tu les vois tous les jours, ça devient limite des amis, etc. Et puis t'es un peu là, je suis désolé, mais là c'est juste pas possible quoi. Parce que c'est toi qui es pris à la gorge, parce que dans ces moments-là, c'est toi en fait. Toi, exactement. Ils ont tous les droits. Les gens se rendent pas compte, vraiment, on a un droit du travail qui est magnifique là-dessus. Mais toi, t'es là, tu dis, en fait non, parce que si je continue un mois de plus, c'est un trou que je creuse. C'est les 5 autres, ou les 10 autres, ou les 20 autres qui vont aussi. Exact. Voilà. C'est des choix qui soit tu tires tout le bateau avec toi, soit tu jettes certains trucs à la mer. Mais c'est pas facile, mais je suis assez content d'avoir vécu cette expérience-là, parce que. De l'avoir traversé, ouais. Parce que c'est vrai que virer des gens c'est pas facile et en fait ouais, c'est pas quelque chose que t'as envie de refaire quoi. Non. Donc si possible voilà, maintenant j'y pense en prenant les décisions, essayer de se dire ok, on va éviter de virer des gens. Toi, Alex. Mais vas-y Alex, c'est moi. À toi.
Alors, moi, c'est un échec, je pense que j'ai fait. Alors, pour le coup, on disait qu'il fallait pas le faire plusieurs fois, et je crois que je l'ai fait plusieurs fois. donc voilà. C'est un truc qu'en fait, si je remarque, c'est une erreur, on va dire, ou un échec que les gens font souvent, c'est une erreur qui amène à l'échec plutôt, que les gens font souvent, mais c'est assez difficile de s'en défaire. En fait, et on en parlait il y a pas si longtemps que ça, c'est cette idée en fait de, quand on lance une boîte, de vouloir que tout soit parfait. Et c'est le côté en fait où tu te dis, bah, tant que j'ai pas ma carte de visite, tant que tu sais que la première fois que tu fais un truc, tu fais ça. Et au début, c'est sur la carte de visite, ton site web, il faut que tout soit parfait. Et plus tard, après, si tu te rends compte que tu le refais encore l'erreur, mais sur d'autres trucs, où tu te dis, mais ça, en fait, c'est important. Tu vois, il faut que la lumière du podcast, elle soit parfaite. Et tu retombes dans ce truc de, on peut pas faire si c'est pas parfait. Et ça, cette erreur-là, moi, c'est un truc que j'essaie de virer, mais que je continue à faire. Et en gros, c'était une des premières boîtes que je lançais à l'époque. J'ai fait beaucoup d'erreurs. C'était une boîte de matcha, de thé. Okay. Et ça n'existait pas encore en Suisse. Il n'y avait personne qui vendait du matcha. Maintenant, il y en a partout. Je te parle de ça, c'était il y a 15 ans, quoi. Et du coup, j'avais commandé du matcha online et tout. Ma cuisine, elle était remplie de matcha et tout. Et j'avais construit le site, j'avais commencé à en vendre, etc. Puis j'en avais vendu quelques-uns, mais ça commençait à décoller. Enfin, décoller, c'est un grand mot, non. Je commençais à en vendre certains. Mais si tu veux, j'avais ce truc de... il faut que tout soit parfait. Et en fait, j'osais pas déclencher vraiment le truc, tu sais, déclencher les campagnes, déclencher le truc à fond, pour pouvoir vraiment scaler le truc et pour pouvoir faire rentrer du cash. Et j'étais toujours dans ce truc un peu bloqué, tu sais, un peu le cul entre deux chaises, où t'es là, non mais je fais un tout petit peu, ah mais c'est bien, j'en ai vendu 2, mais attends, parce que le site, il est pas, puis la petite vidéo qu'on fait, elle est pas parfaite. Alors. Et tu passes en fait 6 mois à tout faire parfait, puis au bout de 6 mois, tu te rends compte que t'as plus d'argent, puis en fait, tu peux pas continuer, puis c'est terminé. Puis t'es là, mais en fait, j'ai foutu quoi pendant 6 mois, quoi. J'ai foutu quoi pendant 6 mois? En fait, t'as rien fait. T'as fait un joli site, t'as changé la couleur du logo 4 fois parce que tu penses que ça allait avoir un impact. T'as dit non, mais le call to action, il faut qu'ils disent acheter maintenant, point d'exclamation, parce que ça va tout changer. Et tu passes ton temps sur des trucs comme ça, parce que d'une certaine manière, en digital, on t'explique que c'est super important de tester les trucs, etc. Et en fait, tu te bloques là-dessus. Et tu te bloques sur le truc de il faut que ce soit parfait pour le faire. Alors qu'en fait, c'est plus important de le faire. Et puis ensuite, tu sais, c'est comment, c'est fais-le et puis après fixe les problèmes au fur et à mesure, quoi. Mais fais-le à fond. Puis après, tu fixes tous les petits trucs. C'est un truc que je répète malgré tout des fois, où tu te chopes un peu plus tôt en fait à chaque fois. T'es là, attends, là t'es en train de faire le truc, tu sais, ouais, ok, attends, recule un peu, fais un peu mieux, etc. Mais c'est une erreur. Et pourquoi j'ai choisi celle-là aussi, parce qu'il y en a pas mal d'autres, mais parce que j'ai l'impression que c'est l'erreur numéro 1 que je vois, ou ce qui mène à l'échec le plus souvent, en tout cas des gens qui lancent une boîte pour la première fois, c'est ce qui mène à l'échec le plus souvent. Où t'as des mecs qui construisent, encore l'autre jour je parlais avec un mec, il a dépensé 30 000 balles pour monter son site, pour vendre, je sais plus ce que c'était, des épices je crois, et à la fin ça faisait 1 an qu'il buildait son site from scratch avec une agence, ça lui a coûté 30 000 balles, et à la fin il a lancé ses campagnes, il n'y a pas eu une seule personne qui a acheté des épices, puis il a fermé, quoi. Et c'est vachement dur, parce que de l'extérieur t'es là, mais mec, qu'est-ce que t'es en train de faire? Est-ce que tu as essayé d'avoir un client? Est-ce que tu as essayé de vendre une épice? Mais même comme ça, dans la rue, genre tiens, tu veux mes épices? Genre, est-ce que tu as réussi? Non, t'as pas réussi à faire ça, tu sais même pas s'il y a une personne qui va acheter ton truc. Et ça, c'est l'erreur que je vois, mais tout le temps. Et nous, on le voit avec des gens qui viennent nous voir en disant, mais maintenant, je veux faire tout ça. Je dis, mais attends, peut-être qu'on pourrait juste voir si on en vend 1 ou 2 si on fait une campagne, tu vois. Et c'est une erreur que je vois tout le temps, qui mène à l'échec de, bah voilà, ma boîte, en fait, elle a jamais décollé. Et c'est pas forcément que l'idée était mauvaise, c'est purement l'exécution, en fait, de t'arrives à un stade où t'as plus de cash, puis en fait c'est fini parce que bah, t'as dépensé ton argent là où il fallait pas, et tu t'es bloqué sur des trucs qui avaient 0 impact et 0 importance. C'est marrant parce que c'est le fameux done is better than perfect, mais à un échelon juste en dessous, c'est comme les gens qui passent des années à me dire qu'ils bossent sur leur business plan. Mais en 2023, tu vois, et moi je suis là, je me dis, mais il y a des choses, je veux bien qu'il y ait des étapes préparatoires où ils réfléchissent, ils se posent des questions, mais je pense que c'est là que Fuck Up Night, puis était un projet à la base un peu pro bono, un projet un peu perso, m'a libéré de cet aspect un peu perfectionniste que tu décris, où à un bon moment je me suis dit, attends, fondamentalement c'est les histoires, les speakers, le public, le lieu, à boire et moi. Tant que j'ai ça, si j'ai pas de photographe, si j'ai pas de vidéo, si j'ai pas tel truc, si j'ai pas de micro, je peux me démerder. Et du coup, ça t'aide vachement, en fait, en tant que professionnel, à te dire, attends, là, j'ai eu 70 personnes, on a mis le post, on a mis l'event en ligne à l'époque sur Facebook,
une semaine avant parce que les gens étaient actifs sur le... En fait, finalement, je postais rien sur la page Facebook sauf la prochaine date, les gens étaient chauds. Mais c'est là que je commence à des fois aussi à relativiser le côté, en fait, pousse ce qu'on dit en marketing, en fait, genre va sur le marché, va, teste ton produit, assure-toi que par contre, ton produit est quali, parce qu'il y a des journalistes qui viennent assis à ça fera ta pub, mais te perds pas à te dire, alors attends, on a essayé de filmer au début, on voyait la galère, le matos à louer, il n'y avait pas les batteries, il n'y avait pas ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, t'avais genre des limites, je vais pas dire 1 Tera, mais t'avais je sais pas combien de gigas de rayons, où tu disais, le son était mauvais, il n'y avait pas de micro. Du coup, après, je me suis dit, ok, je fais ça. C'est ce côté où tu rationalises, tu te dis, ok, je coupe parce qu'au finalement, est-ce que dans le MVP de ce que je fais, c'est quoi finalement? Et tu sais, il y a des concepts, tu as beau les lire, les expliquer, il y a des projets, je pense, qui te ramènent vraiment à la base de la base. Exemple, ton produit, qui va te l'acheter? Genre, est-ce que je connais des gens autour de toi qui vont l'acheter? Sinon, où est-ce qu'ils sont? Parce que clairement, c'est pas autour de toi. Ça se trouve, il y a un magasin qui l'aurait vendu. Enfin, tu sais, tu reviens à la base du truc. Pour finir, c'est quoi? C'est 4 trucs 100%. Pour dire, la plupart des produits peuvent être. Tu sais, tu peux résumer. En gros, c'est 4 trucs. C'est genre, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça. Est-ce que je l'ai? Oui, tac, j'y vais, quoi. Et après, j'améliore. Après, j'ai la meilleure lumière. Après, j'ai mon son. Après, j'ai mon truc. Je pense, le contenu, ou bien que ce soit quelque chose que tu fais pour 100 ROI ou quelque chose un produit que tu vends. C'est vrai que des fois, je pense qu'on se prend tellement la tête. Encore plus quand on connaît le marketing, je vois. Quand tu connais, quand tu as appris, quand tu l'enseignes, tu te dis non, là, je vois où je vais aller, mais on fait les mêmes erreurs de débutants. Et ça me rappelle l'échec que j'ai raconté. C'est un échec que je raconte souvent, parce qu'au fond, il y a tellement de manières de le lire. En gros, si tu veux, depuis mon rôle, que ce soit quand j'ai collaboré avec des agences ou en tant qu'indépendant ou bien dans la boîte, j'ai toujours été un account. J'ai toujours été un chef de projet, un account. Le lien avec le client, j'ai appris après, j'ai commencé dans le digital avec des sites web, c'était en 2009. Donc je comprenais un peu comment, on fait un devis, comment travailler avec la technique, faire le pont et tout. Puis en fait, ce qui se passe au bout du moment, c'est que les marketeurs généralistes, on est un peu des bâtards au sens strict, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment on ressemble à tout le monde, on ressemble à personne, on peut tout vendre. On va vendre du design, on va vendre du digital, on va vendre du contenu, on va vendre du rédactionnel. En fait, faire le lien, il n'y a que le brief qui change. Et donc, quand tu fais ça pendant des années, au bout du moment, tu le fais même quand... Il y a des projets que des fois je fais tourner, même jusqu'à maintenant. Je dis, ah ouais, telle boîte, ouais, le logo, c'est moi qui l'ai trouvé, l'indépendant je fais la facture au milieu, et je fais carrément autre chose. C'est-à-dire que c'était comme finalement, t'es une sorte de marchand comme ça, une sorte de marchand de service, tapis marketing, tu vois. Et tu fais ça assez longtemps, tu sais, maintenant, que ce soit des sites, refaire un site vite fait, ou mettre un site sur un autre CMS, bref. Je fais ça pendant longtemps, et puis en 2017, là, c'était l'année où, déjà, faut savoir, j'ai fait 6 ans à la RTS, et je suis parti en 2017. Je suis parti en avril 2017. J'étais à l'époque à Fusion, FinTech Fusion. Donc là, vraiment, je découvrais le monde des accélérateurs, des startups. Je découvrais aussi les Fuck Up Night d'entreprises. Donc après avoir fait des publics que tout le monde a vu, après j'allais dans des boîtes comme Bosch, LinkedIn ou autre. Non, pas LinkedIn. Bosch, Vodafone, Logitech pour faire des Fuck Up Night chez eux au nom de Fuck Up Night Mexique. Donc c'était déjà, t'es dans un autre rythme. Mais j'avais toujours des petits mandats à gauche à droite. Ça rentre de l'argent. Je me dis, ok. Et j'ai un pote du Canada, donc déjà ça commence dans un autre fuseau horaire, qui me dit, écoute, j'ai une grosse application où je suis consultant dessus. Est-ce que tu pourrais développer la version Android? C'est un truc lié pour tout ce qui est un peu comment dire, c'est POS, machine, les caisses un peu de magasins, restaurants. Et ils allaient faire une application, une déclinaison, et puis ils voulaient faire la version Android. Je lui dis, écoute, pas de problème, avril 2019. Moi, dans ma tête, je suis habitué, j'avais le développeur, on travaillait ensemble. Pour te dire qu'à un moment, tu peux aller loin quand tu arrives à un certain niveau de... Tu te poses même plus la question du projet. Tu te dis ça à le faire, il n'y a pas de problème. Oui, et après tu cherches la solution. Puis tu trouves la solution, que tu l'as, mais tout va bien, jusqu'au jour où, et c'est là que ça a commencé à bugger, ce même pote, il avait pour ambition que je reprenne toute la production en Europe. Ils sont tous au Canada, la boîte est au Canada, mais qu'on reprenne toute la production de l'application iOS et Android. Première question que je lui pose, c'est, mais l'équipe iOS, il y a un problème avec eux? Il fait, non. Je dis, mais attends, mais pourquoi tu... Genre, tu sais, dans le dev, t'apprends, tu sais, tu deviens très collaboratif quand tu bosses dans le dev, quand tu bosses bien avec quelqu'un, t'as pas besoin d'être ami avec. Mais ceux avec qui je bosse le mieux, c'est des devs de confiance, des designers. Quand tu bosses bien avec un créa, quelqu'un, tu le gardes, même quand tu le connais pas. Puis il me dit, non, c'est juste que comme ça, après, moi, je peux prendre ma marge, et puis on fait plus de pognon. Genre, limite, s'il prenait l'argent à son client, tu vois. Puis je fais, ok. Il me dit, ok, bon, bref, t'inquiète, c'est fait, on reprend le mandat à l'agence de développement. C'est bon, il faut faire aussi la version iOS de ce que vous faites, c'est bon.
Mais je lui dis, ok, tac, gros devis, 40 000 balles. Donc à l'époque, moi, c'était un petit setup, beau ticket. Je fais, ok. Mais là où ça commence à être un peu foireux, c'est que dans tout ça, déjà, moi, le client, je l'avais pas vraiment en direct. Lui, c'était Reggie, on recommande Reggie et son équipe en Suisse. Mon contact faisait le lien. Ma marge sur ces 40 000, finalement, ça se résumait à 10%. Donc dans ta tête, tu fais, parce que normalement, quand je prends, j'ai au moins 30, vraiment, 30, 40%, peu importe la presta. Ouais. Et là, je me disais, bon, ok, c'est parce que ça va évoluer, il va y avoir d'autres mandats. Puis après, je me dis, ok, jusqu'à là, tout va plus ou moins bien, on fait avancer là. Puis on avait un deadline pour septembre 2017. On a le temps, on est bien, premier raconte, 20 000 balles a été posées. Puis ma marge, c'était pas 10% en vrai, parce que subitement, je partageais aussi avec mon pote qui m'a amené le truc. Donc en fait, c'était 5% dans ma tête. En gros, limite, c'est comme si tu sais, quand tu fais des services ou juste tu fais la facture dans un projet, tu fais rien d'autre, limite, et encore là, je prends 15% selon comment, bref. Et là, après, mon problème, c'est que mon dev, c'est un indépendant, il avait un petit setup. Lui, il était un développeur Android. Puis il m'a dit, écoute, je vais trouver le développeur iOS. Si on revient au contexte d'origine, je faisais 1000 trucs, je me dis, c'est cool, tout avance. Plus le deadline de septembre avançait, plus les conversations que j'ai avec mon dev, qui était quand même hyper occupé, c'était, mais t'as le développeur iOS? Il me fait, ouais, t'inquiète, je fais plein d'entretiens, mais je vais le trouver. Ça, c'est genre mi-juin, juillet, comme ça. Dans la tête, je fais, ok, c'est bon, mais c'est pas comme si tous les jours, je suis en train de lui dire, hey, il est où le dev? Il est où le dev? Puis que ça, c'est là que mon erreur commence. Moi, je me suis dit, ok, mais ça va le faire par magie. Je me souviendrai toujours ce jour. Je crois que c'était le 21 septembre. J'ai un ami qui se marie à Genève. Donc je suis au mariage civil, tac, on est à Carouge. Puis moi je me dis, tout le monde se dit, au Canada, le client, mon pote, ils se disent, bon bah c'est bon, vous allez livrer, il restait en gros la partie OS à faire, vous allez livrer, c'est bon. Puis moi je lui dis, bah ouais, puis du coup j'appelle mon dev, je dis, c'est bon, on est tout bon, parce que de notre dernier échange 3 semaines plus tôt à là, pour vous dire comme j'étais pas sur ce projet. Déjà ça c'est une faute professionnelle grave, mais je me suis dit, bah, il est obligé qu'il gère. Je lui dis, c'est bon, il me dit, ah mais... Ah ben non, en fait. Je dis, comme ça, non. Il me fait, mais j'ai jamais eu de développeur iOS. Puis, là, tu penses à ta life quand même, parce que tu dis, attends, comment ça, t'as jamais eu de développeur iOS? Et tu commences à découvrir, en fait, qu'entre les manques de communication, entre plein de choses, en fait, moi, je peux le résumer à, j'étais pas sur le truc, je me suis dit, forcément, c'est un mandat qu'on avait depuis avril, forcément, ça va dérouler. Mais en fait, lui, en finir son taf, pas trouver, stressé pour trouver, lui, il m'a jamais dit, ah, en fait, Reggie, donc mon dev, ah, en fait, j'ai pas réussi à trouver un développeur iOS, ça se trouve, moi, j'aurais pu aller en stacker. Et du coup, on avait 40% du boulot qui était pas fait, 50% de la compte qui était payé, le délai qui était atteint, et on était tous ça comme des cons, alors que moi, je parlais au client le 1er septembre. Tout va bien se passer, on va tenir le délai. T'es là, 40. Moi, je suis en plus, quand je suis dans mes certitudes, je suis meilleur. Quand je sais qu'on va tenir le délai, tout ça. Il me dit, ah, c'est bon, Reggie, on compte sur toi et tout. L'appel avec le Canada, quand tu commences à comprendre que là, ça fout un peu la merde, sachant que eux, pendant ce temps-là, c'était une solution qu'ils voulaient déployer dans des festivals et dans des stades. En gros, c'était l'idée d'avoir un QR code où tu passes, genre, t'as soit, admettons, une web app qui apparaît ou l'app, tu fais ta commande et puis après c'est pour du click and collect en gros. Comme maintenant c'est partout. Lightspeed a racheté genre toutes les boîtes qui font ça et ils ont racheté Haiken2 et tout ça. Bah, c'était un peu dans cette époque-là. Donc c'était hyper excitant parce qu'eux ils parlaient avec plein de gros festivals, ils parlaient avec je crois le Vélodrome pour installer ça. Donc il y avait des enjeux, tu vois. Il y avait un enjeu de dommage-intérêt si c'était pas prêt, tu vois. Et ben c'était pas prêt et du coup ça traîne. Mon développeur commence à paniquer. Parce que lui, il se dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Alors que on l'a payé, hein. Je veux dire, les 20 000, c'est lui qui a pris son argent. Il dit, mais attends, lui, il avait peur de répercussions légales, enfin, tout un délire pour la faire courte. On est septembre, on arrive jusqu'en décembre, il n'y a toujours rien. Toujours rien, parce qu'au final, c'est un mix de poker menteur, de panique, écoute, au bout d'un moment, je rendais juste le code, nous on finit. Logique, moi j'allais rendre, mais moi j'avais accès à rien en plus, parce que moi en account de compète, c'est pas comme si c'était sur mon serveur. En fait, je tenais juste le contrat. En gros, je tenais toute la responsabilité, tout le problème, mais le produit fini, c'était chez mon dev, qui, théoriquement, je pouvais rien faire pour aller récupérer chez lui. Enfin, ça a lancé un bordel, ça a fini avec des avocats. Oh là là. C'est une histoire qui m'a suivi quand même pendant 2 ans. 2 ans, ça m'a coûté l'amitié avec mon pote. Parce que... 2 ans, plus les X années ensuite de trauma mental. C'est ça le truc qu'on compte pas. Quoi. C'est un trauma qui m'a sorti du monde des agences, qui m'a sorti du monde de l'agence, à repenser mon activité. Genre, c'est-à-dire que je pourrais très bien faire account n'importe où, mais avec le temps, je me suis dit, attends, non. En fait, j'ai besoin de faire autre chose, ça m'a ouvert d'autres portes. Mais c'est vrai que ce projet-là, au final, en plus, c'est parti sur un remboursement, donc rembourser le projet. J'ai évité les dommages d'intérêt, mais c'est ce genre de délire où ton ego
Tu vois, quand il te rattrape, là, ouais, non, là, tu ça, prends c'est. Un petit coup, ouais, non, là, c'était vraiment. Je pense qu'il y a un moment dans ma vie où j'ai fait un burn-out avéré, c'était ce moment-là. Parce qu'en plus, l'avocat, tu sais, les avocats, d'ailleurs, les avocats suisses à côté, ils sont gentils. L'avocat nord-américain, il a ce truc où lui, il va aller au tribunal. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il veut le dommage d'intérêt, il veut le truc punitif. Et il te parle mal. Oh mon Dieu. Ah non, c'était. Ouais, ça, c'est une sacrée époque. Ah, sacrée histoire. Délire. Eh ben, on en aura vécu des échecs. Hein. Celui-là est beau. On peut en faire encore quelques-uns. C'est vrai, mais du coup, là, j'imagine que suite à ça, entre autres, et avec les Fuck Up Nights, etc., maintenant tu fais pas mal d'événementiels, tu fais du coaching aussi, je crois. Pourquoi tu penses que c'est important d'avoir un coach? Est-ce que tout le monde devrait avoir un coach? Est-ce que c'est quelque chose... c'est quoi pour toi le coaching? En fait, de base, je pense que tout le monde devrait avoir un mentor. Okay. C'est-à-dire, si je l'échelonne, dans ma tête, c'est un peu genre, on va dire mentor, coach et advisor. En lien avec la culture startup et même de manière générale, je pense que tout le monde doit avoir un mentor parce que pas tout le monde, il n'y a pas d'école vraiment d'entrepreneuriat. Et il n'y a pas d'école de quand tu crées, admettons, un produit en mode dropshipping ou quand tu te lances dans le digital, peu importe le domaine, même dans le domaine de l'influenceur. Des fois, les meilleures pratiques, c'est pas en les lisant. Des fois, tu as vraiment besoin de quelqu'un à proximité. Ouais. Puis après, le coaching, moi, j'ai découvert via deux choses. Les hackathons. Donc, d'ailleurs, le premier que j'avais fait, c'était Seedcamp à l'époque, qui était aux Acacias. C'est le premier que j'avais fait, Mobile Hack. Donc là, j'avais découvert le rôle du coach dans le cadre d'un hackathon. Et après, grâce aux accélérateurs, dans le cadre d'un programme d'accélération où, finalement, c'est un peu ton prof. Donc, je pense que ça a façonné ma vision du coach business et startup, qui finalement est très orienté, comment dire, contrairement au mentor qui a ce côté un peu plus, tu vois, on parlait de Fuck Up Night, genre je t'accompagne un peu dans tes tribulations, le coach ne touche à rien, mais doit pouvoir avoir le recul de rapidement, genre, comprendre ce qui marche pas dans pratiquement tout problème que rencontre la startup. C'est-à-dire, des fois c'est humain, des fois c'est deux partenaires qui n'arrivent pas à parler, des fois c'est un problème avec un client, un fournisseur, un développeur, c'est d'avoir une vue d'ensemble, de garder une vue d'ensemble du business et d'avoir le recul de comprendre que c'est pas sa situation. C'est-à-dire, c'est pas de l'interventionniste, t'as pas forcément d'intérêt dans... Il y en a qui sont payés. Quand tu le fais dans le cadre d'un accélérateur, tu l'es pas. C'est d'essayer de rapidement pouvoir comprendre les enjeux, donner des pistes, donner des clés. Tu vois, par exemple, de dire, ok, est-ce que vous avez essayé le B2B, est-ce que vous avez essayé de parler à tes gars, donner des contacts aussi. Tu vois, je pense que c'est un rôle que vraiment j'ai eu le temps de prendre le temps de découvrir. Parce que moi, j'avais peur du coach de vie, un peu le coach business à l'ancienne, qui vient, c'est comme s'il avait un programme tout fait, alors qu'au fond, il n'y a pas un seul business qui se ressemble, pas un seul entrepreneur qui se ressemble, mais pourtant, tu dois pouvoir arriver à faire passer tes messages, pouvoir arriver à essayer de connecter avec la personne. Je pense que c'est un lien humain, quoi, on va dire. Et est-ce que tu penses que c'est nécessaire qu'un coach ait déjà vécu ce qu'il prône, entre guillemets, c'est-à-dire si tu coaches une entreprise, par exemple, est-ce que il y a des questions de légitimité, par exemple, est-ce que forcément quelqu'un qui coach une startup doit avoir réussi lui-même à faire une startup? Alors, c'est une bonne question, parce que selon les industries, j'ai envie de dire, des fois l'expertise d'industrie vaut plus que l'expertise d'entrepreneur. Par exemple, je dis n'importe quoi, c'était dans la pharma, si tu comprends les procédures, si tu comprends les acquisitions, admettons, de nouveaux prestataires, de trucs, selon qui tu coaches, ton expérience professionnelle, j'ai vu des coachs, exemple dans les accélérateurs, qui sont plus du monde corpo, mais qui ont ils ont le recul nécessaire sur l'industrie pour aider quelqu'un, mais dans cette industrie précise, parce que tu peux te spécialiser. Après, si tu veux vraiment être coach startup, coach business, vraiment, je pense que sans avoir mis les mains dedans, typiquement le fundraising par exemple. Le fundraising, moi en fait j'aidais surtout jusqu'au moment où tu veux lever des fonds, ou après que tu as levé des fonds. C'est-à-dire, soit tu as scalé, maintenant tu sais pas quoi faire ton argent, soit tu pas d'argent, et en marketing com, tu as besoin d'essayer d'arriver à ça. Le milieu, si vraiment, sans avoir mis les mains dedans, c'était une science occulte pour moi. Il faut avoir traversé ça pour comprendre les rouages, les enjeux, les manières de négocier. Mais il faut avoir traversé ça, mais est-ce qu'il faut avoir réussi? Ah, ça c'est une vraie question. Tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y avait Oussama Hamar. Alors après, on n'aime pas le personnage, c'est une autre histoire, mais concrètement, le mec, il a jamais réussi, enfin, il a jamais vendu vraiment une boîte. Tu vois, il y a soi-disant, quand il était plus jeune, il a vendu une boîte, machin, mais concrètement, il a pas fait une exit ultra successful, machin, etc. Et pourtant, aujourd'hui, il est considéré comme
potentiellement le meilleur coach de start-up et tout. Après, sans rentrer dans le truc de est-ce qu'il est bon ou pas, c'est égal, mais concrètement, il a réussi à faire ça et je suis sûr qu'il a aidé énormément de gens malgré tout, sinon il serait pas où il est aujourd'hui. Tu peux dire qu'il y a du bullshit derrière, ok, peut-être, mais à mon avis, il serait pas là. Voilà, il serait pas là. Et du coup, il a jamais réussi à faire ça. Il est passé par là parce qu'il a sûrement essayé de lever des fonds, il a aidé des boîtes à lever des fonds, etc. Ouais. Mais il a jamais vraiment levé des fonds, potentiellement pour sa start-up, j'en sais rien, peut-être pour deux familles, ils ont levé, je sais pas, mais en fait, il l'a vécu, mais il a pas réussi, et pourtant, il peut être de bons conseils. C'est toujours le challenge que j'ai avec les coachs, en fait, c'est de dire, le mec, il a pas réussi, mais il est passé par là et il peut me donner des conseils. Je pense que j'ai jamais eu l'ambition. Déjà, j'ai jamais compris les coachs qui voulaient un peu tout terrain. C'est-à-dire que surtout, si tu veux, il faut imaginer, je coach aussi beaucoup de startups qui sont dans ce qu'on appelle le sciencepreneurship, donc des startups de PFL, le PFZ, dans des trucs très pointus, B2B souvent. Il y a des aspects qui les échappent complètement. Typiquement, on parle de business développement, marketing, même de gestion interpersonnelle. Que tu aies réussi ou pas, c'est des choses, des fois, littéralement, ils ont juste besoin de comprendre c'est quoi les pratiques de base, même pas les meilleures pratiques. Après, quand tu commences à coacher des gens qui ont été successful, si t'as pas une expertise précise, s'il n'y a pas un domaine dans lequel tu le fais, je pense que effectivement, la majorité des gens veulent être coachés par les meilleurs, mais les meilleurs, j'ai envie de te dire, tu vois, quand tu prends quelqu'un qui a aucune expérience dans l'entrepreneuriat, par exemple, même entrepreneuriat, oublions genre une app ou un truc, finalement, n'importe qui peut être coach. Parce que tu aies réussi ou pas, de certaine manière, c'est une asymétrie d'information. C'est l'équivalent quand tu vas à l'école et que tu commences en première année, ton prof sait toutes ces choses que tu sais pas, jusqu'au jour où toi tu les découvres en cours de route. Et je pense que le bon coach, c'est le coach qui arrive à comprendre comment te faire progresser avec les ressources que tu as à ta disposition. Peu importe l'objectif, c'est que d'une certaine manière, il comprend où il arrive. Parce qu'au fond, tu es testé aussi, c'est-à-dire comment tu comprends par rapport à la nature du business model, à la nature de l'industrie, à la nature de l'équipe et des moyens, des objectifs. Comment est-ce que tu peux m'aider à aller un peu plus loin? Pourquoi? Parce que jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce qu'on te paye ou que tu aies des parts de la boîte, t'as pas d'enjeu. Advisor, c'est encore un autre niveau. Il y a un plus grand débat sur est-ce que les startups ont besoin d'advisor ou pas que de coach, parce qu'à la limite, le coach, comme je te dis, si tu le rencontres dans ton accélérateur, il t'est offert. Tu le rencontres Inno Suisse ou des choses comme ça, pas de problème. Ça fait partie c'est un service en plus. Mais dans le cadre personnel, ça veut dire que celui que t'approches comme ton coach, c'est que tu lui veux quelque chose. Peut-être que c'est au niveau personnel, développement de soi en tant que start-upper. Peut-être que c'est vraiment sur un point précis de ton business. Et ça encore, c'est pour l'avoir vu de l'intérieur. Mais il y en a qui se posent même pas ces questions. Ils se disent, toi, t'as réussi, je veux que tu me coaches. La majorité vont dire, menteur, j'ai pas le temps. Parce que c'est aussi un investissement. Pas le temps, pas l'envie. Exactement. Il y en a qui n'aiment pas ça. Ouais, c'est clair. Parce qu'il faut aussi fondamentalement aimer un peu les gens quand même. Parce que tu crées un lien perso, tu vois. Alors, en tant que coach, et en tant que personne ayant vécu pas mal d'expérience, quels sont tes conseils pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat, ou peut-être le conseil, disons, que tu as pour quelqu'un aujourd'hui qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est marrant. J'ai fait tout un parcours initiatique avec le monde de l'entrepreneuriat, parce que j'ai commencé à l'Uni, tu vois. Ouais. J'étais dans les juniors entreprises. T'as 20 ans, on te dit de conseiller des gens qui ont 2 fois ton âge. Et tout le chemin parcouru, le monde des startups, l'écosystème, tout ça, ça m'a fait revenir à l'essentiel. Tu sais, quand un investisseur te dit, admettons, maintenant on fait plus du early stage, du very early. En fait, moi, c'est plutôt le tout début maintenant. Ma passion, c'est d'aller voir les gens au moment où ils sont encore à l'idée. C'est peut-être Startup Weekend qui a induit ça en moi, mais le côté où tu leur dis, teste ton idée. Ce qu'on disait sur le match, exactement. Moi, maintenant, c'est même ma niche, c'est dire aux gens, attends. Les gens, ils te vendent déjà, parce que les gens, en fait, tout le monde sait pitcher maintenant. Beaucoup de gens savent pitcher une vision. Je dis, mais je m'en fous de la vision. Je veux le business. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une PNL? Est-ce qu'il y a des charges, il y a des revenus? Est-ce que quelqu'un, si tu lui donnes ça, il te l'achète? Est-ce que, ouais, mais je sais que les femmes pensent que, les femmes de 25 ans, parle-leur. Il y a un mec qui t'a filé du cash, quoi. J'ai vulgarisé comment faire des études de marché, j'ai vulgarisé à certains comment faire des focus group, juste pour leur montrer, ça prend pas plus de temps. Alors, c'est pas d'un niveau, admettons, d'un institut de sondage, mais ça te permet d'avoir d'autres certitudes, tests, des trucs, parce que jusqu'à là, c'est gratos. Jusqu'à là, c'est devenu vraiment genre d'essayer de créer une petite méthode. Parce que même Startup Weekend, je disais, mais en fait, Startup Weekend, je peux le faire en 4 heures. C'est-à-dire, c'est juste de te créer ce petit process où tu dis aux gens, je m'en fous ce que tu veux faire. Teste avant, et quand après, le marché te dit quelque chose, là, après, reviens me voir, puis après, parle-moi du million que tu vas lever. Et même là, parce que ce qu'ils savent pas, c'est que des petites actions comme, ok, maintenant,
arrête de me parler, fais une présentation, parce que moi je suis visuel. En fait, ce que je leur dis de faire, c'est faire un pitch. Suis cette trame, fais un pitch. En fait, en faisant ces petites actions, subitement, tu te rends compte qu'il y a des startups qui sont malignes, qui viennent d'ailleurs. Avec ça, ils ont déjà levé 300 000 balles. Parce qu'en fait, un peu de traction, un peu de ci, ils sont parlé à des gens, ils ont un site, ils ont fait tel truc, eux-mêmes, et il y a quelqu'un qui dit « Ah, t'as prouvé ton idée, t'es au premier stade, peut-être un angel te lâche. » Mais en Suisse, c'est là qu'on nous, on le sait pas. Mais moi, je suis vraiment à ce stade maintenant, le stade de « Tu peux me pitcher même un stand de limonade au coin de la rue, t'as 5 ans, je veux juste que tu le testes. » Parce que je crois que tout mon parcours ça m'a pesé de voir comment il y a des gens, ils pensent, tu sais, quand tu racontes une boîte ou une start-up et qui te dit « En fait, on aurait dû vous rencontrer il y a 5 ans. » Ou il y a 3 ans, ou il y a 1 an, tu fais non, mais ça te fait un pincement au cœur parce que tu te dis teste ton idée, ça coûte pas cher en fait. Donc la chose à retenir, c'est vraiment si t'as une idée, essaye quoi. Essaye le plus vite possible, parle à des vrais potentiels clients. Va dans la rue, parle aux gens. Absolument. Essaye de le vendre. Vraiment. Et là, je vais lancer normalement en fin de l'année une formation qui a ce but-là, un truc hyper accessible. Ça dure 1h30. Mais vraiment en 1h30, limite tu sors de là, t'as tous les outils et surtout t'as compris à quoi servent toutes ces institutions qui sont là, l'affaire, t'as compris à quoi ils servent. Va pas les voir trop tôt, perds pas ton temps, fais ça d'abord et ensuite tu verras ce que tu veux faire. Ouais. Très intéressant. Et autre conseil qu'on va avoir envie de ta part, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une belle vie? Allez, c'est une question, on aime bien finir sur une question facile. Bah écoute, personnellement j'y travaille encore, mais je pense que j'ai la réponse maintenant, parce que je sais ce que moi je vise, tu vois. Ce que je vise, in fine, c'est de faire avoir une activité professionnelle que j'aime, dont je peux vivre, et comme je l'entends, c'est-à-dire, est-ce que je suis en nomade, est-ce que je suis à l'étranger, est-ce que je suis à 100%, ça c'est mon problème, mais qui me permet de subvenir à mes besoins et vraiment d'avoir la paix. Parce que je pense que quand surtout quand tu deviens indépendant, je pense que tu l'as aussi en tant qu'employé, la sécurité de l'emploi, tout ça, mais la notion de paix, la notion de quand tu rentres à la maison, tu sais que tu as fini ta journée, et que quand tu ouvres ta boîte aux lettres, tu t'en fous de ce qu'il y a dedans, tu sais que tu peux le gérer. C'est un bon. C'est un pas mal objectif de vie, ça. Ça a l'air tout con, hein. Toutes les enveloppes, tu vas pouvoir les payer. Toutes les enveloppes, tu sais qu'il y a dans le compte. Non, et tu sais pas combien il y a dans ton compte. Ça, je peux te dire au centime. Ça, c'est la vraie richesse. Ça, c'est la vraie richesse. Quand tu sais pas combien t'as dans ton compte, tu sais que t'as assez, quoi. Ça retombe. Et ben, si tu veux, c'est pas pour dire aux gens, genre, viser la richesse, mais je pense que la sérénité qui vient avec cet équilibre vraiment de se réaliser, et puis aussi de vivre la vie comme on l'entend, peu importe comment on le définit. Ouais, ça, je pense que c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de relation, c'est 100%. Une question de famille, c'est une question effectivement de se sentir en paix et serein. Et ça, je pense que ça peut être accompli soit via l'entrepreneuriat, soit via être employé. Il y a plein de situations, chacun trouve J'ai sa enfin sérénité. accepté ça d'ailleurs. C'est pesant d'avoir les gens qui te disent, sans te couper, ah ouais, mais être entrepreneur, on doit aspirer à ça. Je dis non, en fait non. Tu dois aspirer à... Ça se trouve, ce que tu veux faire, c'est un truc humanitaire. Ça se trouve, ce que tu veux faire, c'est une passion que tu veux faire plus souvent, mais ça n'a pas besoin d'un... Peut-être t'as envie de vivre dans une cabane, dans une forêt, enfin, je veux dire... 100%. Fais ce que t'as envie. Et c'est d'arriver à là le plus dur. C'est entre le moment où tu dis, mais attends, il y a plein d'obstacles à le faire. Complètement. Déjà trouver ce que tu veux. Absolument. C'est déjà compliqué. Rien que ça, c'est pas facile. Hein. Une fois que t'as trouvé, après y aller, j'ai l'impression que c'est presque... Ça fait partie, c'est cool quoi, ça fait partie du chemin. Mais déjà comprendre, je veux vivre dans une cabane. Déjà, peut-être que tu vois, ça fait 20 ans que tu l'as même pas réussi à le verbaliser, tu vois. Et ensuite, tu l'as verbalisé à la personne avec qui tu vis ta vie aussi, parce que c'est encore un autre enjeu. C'est qu'en fait, il y a plein d'enjeux sous-jacents qui font que ce que je découvre, et c'est une raison pour laquelle je vais lancer cette formation, c'est que j'ai l'impression que des gens sont assis sur des rêves qui sont pas forcément farfelus, mais parce qu'ils se disent je peux pas me le permettre. C'est trop compliqué. Ouais. Alors que des fois c'est des trucs, c'est je veux aller à Tokyo 2 semaines, tu te fous de ma gueule. C'est-à-dire je les garde tes enfants, mais parce que c'est tellement refoulé de penser à soi. Pardon. Oui, mais c'est vrai. Mais parce que et si tu veux d'ailleurs même la formation je l'ai cachée sous les projets passion, en fait les choses inavouées le terme projet passion on le définit sur quelque chose que tu as envie de faire, mais que tu refoules au plus loin parce que pas le temps, pas de ressources. Alors que la vérité, c'est ça. Si je vois des gens, c'est peut-être un truc suisse aussi, mais ils sont assis comme ça sur un truc où tu te dis, non seulement ils n'ont jamais verbalisé même à un proche, et il y a bien une personne qui leur a donné le feedback de dire, bah, tu fais comme ça. Hein. C'est même pas un business des fois. Hein. C'est ça, ce que tu donnais l'exemple, je trouve bien parce que c'est des fois les gens, j'ai toujours voulu faire ça, et puis t'es là, mais attends, en fait,
Tu vois, qu'est-ce qu'il faut? Prends un fichier Excel, dis step 1, je sais pas, réserver mon Airbnb. Step 2, tu vois, on fait déjà, non mais tu sais, fais déjà ça. Ah ouais, c'est vrai qu'en fait, une fois que j'ai réservé mon billet d'avion, mince, je suis obligé de prendre mon Airbnb, puis des gens qui bloquent, ça fait, j'ai toujours voulu aller au Japon, tu vois, putain, mais en fait, pourquoi tu l'as pas? T'as le cash, t'as tout. Et tu sais, quand tu disais au début, pour les events, c'est la peur que les gens viennent pas, il y en a, c'est que ce rêve, tant qu'il est fantasmé, il marche. Du moment que tu commences à essayer de chercher, ah ouais, en fait, il y a une interdiction, admettons, en Suisse d'aller dans ce pays, ah, merde. C'est tout con, mais tu veux pas, c'est comme si tu veux pas découvrir que c'est faisable ou pas. Alors qu'en fait, ça te pèse de l'autre côté, ça pèse ton moral au point de te dire, en fait, j'ai envie de quitter mon job. Il y a des gens, et ça, je veux quitter mon job parce que je vais aller 2 semaines au Japon. Ça, c'est une hypothèse que je veux placer aux grandes boîtes. C'est qu'à mon avis, j'ai envie de dire aux grandes boîtes, cette formation, je vais leur soumettre en disant, je veux pas qu'ils claquent la porte, qu'ils partent. C'est que je suspecte que vous pourriez contribuer à leur bonheur si vous leur dites optionnel, 1 fois par mois, il y a un moment où tu peux aller, où ils pourraient explorer quelque chose qui, ça se trouve, ça peut être bénéfique à l'entreprise, pourtant que tu saches, c'est un projet interne, parce que c'est aussi tout le game d'innovation, mais en plus, ça se trouve, c'est un truc où ils se disent, tiens, ma boîte m'a donné une opportunité de pouvoir penser pendant 1 heure à un truc qui me concerne. Mais il y a des boîtes qui font ça, hein. Moi, j'avais trouvé Bain, tu sais, la boîte de consulting, où il y avait des mecs qui nous appelaient chez Seedstars en disant... je crois qu'ils ont 6 mois, 1 fois tous les 4 ans, je sais plus ce que c'est le timing, ou peut-être moins que ça, je sais plus. Hein. Mais en gros, j'aimerais bien faire, ils ont un nom pour ça, c'est pas un stage ou je sais pas quoi, mais c'est en gros, j'ai le droit de faire autre chose pendant 3 mois. Et je peux faire ce que je veux, hein. Je peux apprendre l'espagnol, je peux aller dans un monastère, enfin, je peux faire ce que je veux. Je suis payé la même chose, etc. Et tu peux faire une expérience de ouf. C'est malade, mec. C'est brillant. Et moi, il y a des mecs qui disaient, moi, j'aimerais bien bosser avec vous, les startups, Stars. Et je disais, mais c'est ouf, mec. T'imagines? Et toi, t'as une ressource qui vient comme ça. Et le mec, il revient, il a une vision différente. Il y en a qui veulent lancer des boîtes, il y en a qui... C'est malade, mec. Donc voilà, moi, c'est ce qui me. Pour moi, c'est explorer au moins un de ces rêves. Bon conseil. Magnifique. Bah merci beaucoup Original pour aujourd'hui, c'était un plaisir. Merci à vous, c'est vraiment cool. Merci Max. C'était super sympa. Merci Alex. Tu as été. On se dit jamais merci. On se dit jamais merci. Merci. T'es une merde aussi. Merde. On va pas terminer là-dessus quand même. Merci. Ciao. Merci à vous. On termine sur t'es une merde. Je suis une merde.